Et tu vois toute une classe devant toi qui est en train de rigoler. La timidité, c'est un repli sur soi. Tu n'oses plus après t'afficher. Mais quand on a un humain et qu'on s'est connecté, on devient quelqu'un de très très puissant. Et donc je me suis rendu aux toilettes pour mettre la cravate devant les toilettes qui a qui François Hollande, à être avec Brad Pitt et être à l'aise à discuter avec lui. Attends, t'as déjà vu Brad Pitt? Bienvenue à tous et bienvenue dans le podcast Pouvoir Illimité, dans lequel aujourd'hui on a Jérémy en invité. Bonjour Jérémy, bienvenue. Merci pour l'invitation, pour ton podcast. Donc ravi d'être là pour pouvoir échanger avec toi. Parfait. Hâte d'entendre. En tout cas, c'est vrai qu'en off, là, tu me partageais déjà 2-3 petits trucs qui me donnaient envie d'aller plus loin. Je me suis dit, on va couper et on va direct enregistrer et c'est parti. N'oubliez pas, guys, le but du podcast, c'est de pouvoir s'inspirer un maximum de ce que Jérémy va vous donner comme information. L'idée, c'est de prendre un petit peu son jus de cerveau et que vous puissiez implémenter pour changer votre vie si vous voulez. On a tous un pouvoir illimité qui est en nous. Il faut juste en être conscient et pouvoir implémenter par derrière toutes les stratégies qu'on vous partage. Donc c'est parti, on démarre Jérémy avec une série de questions. Okay. Alors attention, l'idée c'est que tu répondes à ces questions, il y en a 12 pour être précis. Il faut que tu répondes en une phrase ou en un mot. Donc tu peux avoir un petit temps de réflexion à chaque fois si tu veux. Donc c'est parti. Alors la première question c'est en un mot, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? Success story. Parfait. Pour les autres, mais pour moi aussi. Pour tout le monde. Très bon, parfait, success story. Deuxième question, quelle est ta plus grande fierté professionnelle ou personnelle? Dans le sport, j'étais champion de Belgique, numéro 1 dans mon pays. C'est toujours bien d'être de terminer numéro 1. Ah ouais, et dans quel sport? Moi, j'ai fait beaucoup de natation et j'étais sauveteur. J'étais champion de Belgique en sauvetage, j'avais 18 ans. Mais c'est le parcours derrière qui fait que c'est... Le titre fait que ça a été important pour moi. C'est ça. Et tu étais champion de Belgique à une nage spécifique ou un... C'était tout un système d'épreuves. Tu regardes un peu Alerte à Malibu, c'était des épreuves en piscine, passer sous un obstacle, aller chercher un mannequin. Il y avait de l'apnée aussi. Enfin, plusieurs épreuves et c'était le total des épreuves qui faisait qu'on était champion ou pas. Ok, génial. Allez, super. Bon, rappelle-moi de ne pas aller au Longchamp ou faire une brosse avec toi, histoire que je ne ridiculise pas. Très bien. Troisième question, quel est un livre, une citation ou un mentor qui a changé ta vie? Le livre, c'est dans mon domaine, c'est comment se faire des amis. Ouais. Dale Carnegie? Ouais, ça, c'est très intéressant. Ouais, très bon. Je l'ai lu aussi, une pépite. Si tu devais résumer ton parcours en une seule leçon, laquelle serait-ce? Dépasser les barrières. Et surtout celle de la timidité. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que tu as été un timide? Moi, terrible. Aujourd'hui, je ne le suis plus parce que j'ai travaillé ça. Mais au début, ouais. Ok, c'est ça. Ouais. Et si tu peux donner, si on peut faire une petite parenthèse, un exemple par exemple de timidité ou... Moi, un exemple, c'est quand j'ai été à l'université, j'ai coté, donc j'étais dans une résidence d'étudiants. Au début, je n'osais même pas sortir de ma chambre, de devoir interagir et dire bonjour. Et la transformation fait qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec les personnes les plus influentes de la planète. Donc, à être avec Brad Pitt et être à l'aise à discuter avec lui. Attends, t'as déjà vu Brad Pitt? Tout est parti en fait d'un challenge qui s'est produit. Et donc sur le chemin, je suis passé de quelqu'un de timide, aujourd'hui quelqu'un qui est capable d'être à l'aise avec n'importe quelle personne de la planète tout simplement. Donc de la personne lambda à la personne la plus puissante au monde. Ouais. C'est incroyable ça. Alors j'imagine qu'on va parler certainement de ce qui s'est passé pour que tu franchisses ces barrières. Je suis là pour ça. À quel âge plus ou moins, juste pour comprendre ta timidité, etc., tu l'avais? Pendant combien de temps? Et à quel moment tu as pu vaincre ça et passer? J'ai eu... ça s'est amplifié à l'école. Parce qu'à l'école, parfois, tu peux avoir des professeurs qui vont t'humilier devant la classe et ça s'est passé. J'avais un appareil dentaire et je me souviens que je n'arrivais pas à dire un mot et il m'a fait répéter. Donc tu vois le regard des gens et tu vois toute une classe devant toi qui est en train de rigoler. Et donc ça te permet... Du coup, la timidité, c'est un repli sur soi. Tu n'oses plus après t'afficher. Et donc ça a été... quand j'étais plus jeune, et vraiment le déclic où je me suis dit ok, il faut plus l'être, c'est quand je suis rentré dans le monde professionnel où en fait je me suis rendu compte que c'est pas forcément les diplômes et les compétences qui permettent de réussir, mais c'est connaître des bonnes personnes. Exact. Et quand tu connais pas les bonnes personnes dans des réunions, même si tu as la meilleure évaluation possible, si personne te connaît, ton évaluation qui est la meilleure va passer dernière dans la pile. Et donc finalement tu termines dernier alors que tu devrais terminer premier. Là je me suis dit ok, il va falloir dépasser cette barrière là
Et c'est parti sur ce défi de me dire, mais vas-y, est-ce que tu es capable d'être à l'aise avec n'importe quelle personne de cette planète? Quelqu'un m'a dit un nom, on est parti sur Brad Pitt et c'est parti comme ça. C'est incroyable ça. Le truc, c'est que il y a la photo et tout, parce qu'après, je me suis dit, ouais, mais maintenant, les gens, ils vont jamais me croire que j'étais à l'aise. Donc, j'ai été à l'audace, j'ai demandé la photo, et on a la photo derrière qui documente, en fait, cette connexion qui s'est faite et qui a fait que, aujourd'hui, je suis plus timide. Ah, c'est incroyable. Ouais, non, c'est vrai. Merci pour cette histoire, c'est magnifique. 5e question, quel est ton plus grand objectif ou rêve, toujours en une phrase ou en un mot? Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le mot million, c'est impacter 1 million de gens. Okay. Et là, je suis dans une bonne dynamique. On a déjà impacté des dizaines de milliers de personnes. Parfait. Donc, enfin des dizaines, on va dire entre 10 et 20 000. Ouais. Et ouais, le but, c'est vraiment 1 million, quoi. Donc, et surtout, de nouveau, c'est de créer un maximum de success stories. On a réussi on en parlera peut-être, à créer des success stories mondiales. Et ça, j'adore parce qu'on est dans une dynamique de croissance et quand on voit des résultats qui explosent, c'est cool. Ok, très très bon. Million, on retient. Bon, je vois que je fais plus d'une phrase. Normalement, c'est un mot, une phrase. Non, mais c'est bien, on comprend le mot et puis tu développes un petit peu, ça me va très bien. Si ton histoire était un livre, quel serait son titre? Le connecteur. Connecteur, ok, ouais, d'accord, je comprends. C'est savoir connecter les gens entre eux. Ouais. Les connecteurs, il y en a, je pense, plus ou moins 1% dans le monde. C'est un terme qui n'est pas vraiment connu. Mais quand on a ce don-là, je pense que c'est un don. Parfois, on ne sait pas qu'on l'a. Mais quand on a un humain et qu'on s'est connecté, on devient quelqu'un de très très puissant. Okay. Et ceux qui savent le faire, on prend l'exemple de l'agent Cristiano Ronaldo, il a ce don de connecteur dans le milieu du football. Derrière, il a permis de faire des carrières de grands footballeurs comme Cristiano. Cristiano le dit dans son bouquin, sans lui, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et ces gens-là, bien sûr, après, c'est des transactions sur des millions et des millions et ils gagnent mieux leur vie aussi. Qu'est-ce qui fait genre le trait de caractère d'un connecteur c'est être dans l'humain, c'est savoir sentir les gens. Il faut être très très intuitif, donc ça veut dire derrière il faut une hypersensibilité et savoir en fait comprendre qui on peut matcher avec qui. Parce que si tu veux des mauvais matchs entre les gens, le connecteur c'est vraiment connecter le besoin de quelqu'un avec le profil de quelqu'un d'autre et créer de la valeur. Enfin si tu fais des mauvais matchs, ça va pas fonctionner. Si tu arrives à bien sentir les gens et que ça se passe, là il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Ouais. Et c'est à tout domaine, j'imagine, Jérémy? C'est dans tous les domaines, il y a des connecteurs. Toi, tu es dans l'immobilier, un connecteur, c'est quelqu'un, par exemple, qui va dire « Tiens, je te connais, j'ai un client fortuné qui est au bout du monde, je vais peut-être le présenter parce que peut-être que toi, tu vas avoir un bien de standing qui va lui convenir. » Et donc, c'est ces personnes intermédiaires qui te permettent en fait de dire « Ouais, c'est génial. » Ça peut être tout simplement, j'ai vu un connecteur qui a été dans un restaurant dans le sud de la France, il a tellement adoré le restaurant qu'il a activé tout son réseau de Los Angeles qui venait dans ce restaurant dans le sud de la France. Ah ouais. C'est des gens qui sont très très puissants. Et puis ce restaurant aujourd'hui, tout le monde veut y aller. Donc le restaurant aussi, c'est que bénéfique pour lui. Donc c'est ça le pouvoir des connecteurs en fait. Donc dans tous les domaines. Ok, très bon, très bon, très bon. Quel moment a changé ta vie ou ta carrière professionnelle pour toujours? C'est ce que j'ai dit, c'est cette prise de conscience que tu peux avoir les meilleures évaluations au monde, avoir les meilleurs diplômes au monde, tu peux te faire, dans le business, tu peux te faire avoir et terminer dernier. Et donc ça m'avait choqué parce que tu te dis, il y a plein de gens qui font les efforts, qui travaillent et tout ça, et c'est un peu une injustice en fait, c'est cette injustice de dire, il y a des gens qui sont peut-être moins meilleurs que toi, mais qui ont plus un sens des relations et qui vont prendre ta place. Et c'est pour ça qu'on voit parfois qu'il y a des gens qui sont à des hauts postes. Tu dis, mais comment ils ont fait pour être assez haut poste alors qu'on sent qu'ils sont incompétents? Et c'est un peu cette injustice-là. Et je me dis, moi, il faut les deux. Il faut les compétences et il faut le réseau. Et c'est comme ça que ça a été un déclic dans ma vie. Est-ce que tu estimes, c'est pas une question qui est dans le questionnaire actuel, mais est-ce que tu estimes que dans le système scolaire actuel ou éducationnel, on devrait justement aider les jeunes justement à surmonter ce que toi tu as surmonté ou à justement être plus des connecteurs? Je pense que les compétences transverses, on les apprend pas assez. Moi, j'ai fait des études en Polytechnique. Ça nous aide à bien réfléchir, mais après, dépasser sa timidité, je l'ai pas appris aux études. Savoir vraiment, parfois, le business, c'est une jungle aussi. Savoir, dans des dynamiques sociales, savoir sortir du lot, c'est des choses qu'on n'apprend pas, savoir se vendre, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Donc je pense qu'il manque à l'école ce côté compétences transverses qui ne sont pas forcément partout. Maintenant, il y a des écoles, moi j'ai dans mes clientes quelqu'un qui a créé la Smile School, donc c'est vraiment une école avec des étudiants qui sont un peu hors système, mais qui sont très bons dans ce qu'ils font, et elle va leur apprendre des choses.
découvrir la télévision, ils osent déjà parler devant des publics. Moi, à la sortie des études, parler devant un public, c'était impossible. Mais quand tu es entrepreneur, c'est important de savoir s'exprimer devant un public et un grand public. Et moi, j'étais bloqué par tout ça. Aujourd'hui, je le fais. Mais avant, j'étais bloqué. Donc, l'école, il manque ce côté-là. Et il faut aussi les écoles où c'est trop du par cœur. C'est un peu, voilà, c'est plus en secondaire. Ça ne nous forme pas à la vie de faire du par cœur. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Si tu pouvais changer une seule chose dans ton industrie ou dans ton domaine, qu'est-ce que ce serait? Mais c'est que pour le moment, je suis qu'en francophonie. Et c'est développer aussi. Moi, mon anglais, c'est une faiblesse. On a tous des forces et des faiblesses. Je suis parti en Australie pour améliorer mon anglais. Et c'est vrai que c'est une compétence que j'ai. Si je peux l'internationaliser et vraiment partir sur d'autres marchés, c'est super cool. Donc là, pour le moment, ça me limite un peu. Mais déjà, la francophonie, c'est très très bien. Et c'est vrai que quand on s'exprime dans une autre langue, on est moins, ça connecte moins aussi parce qu'on réfléchit à ce qu'on va dire, alors que quand on parle vraiment avec le cœur dans sa langue, c'est quelque chose qui est différent. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Quelle est une idée ou une croyance que beaucoup partagent, mais que toi, tu remets en question? Il y a beaucoup de débats. Oui, non, j'en ai une. C'est important parce que celle-là, elle crée des débats. C'est la règle du, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bouquin, se réveiller à 5h du matin. Ah oui, oui. Morning Miracle. Ah oui, oui, Morning Miracle. Ouais, ça, j'y crois pas du tout parce que moi, c'est impossible pour moi de me réveiller à 5h du matin. En fait, il faut suivre ces cycles ultradiens. C'est qu'on a des phases de productivité qui sont différentes chez chacun. Moi, je vais travailler, je suis meilleur le soir que le matin. Donc le matin, on ne va pas me faire travailler à 6h du matin, me réveiller à 5h du matin, c'est pas possible. D'ailleurs, aujourd'hui, je me réveille plus jamais quand il fait encore noir. Sauf aujourd'hui, dans ce podcast. Mais, et ça, c'est quelque chose, une croyance de croire que si tu travailles à 5h du matin et que tu fais ton protocole, ça, tu vas réussir dans la vie, c'est pas comme ça. Déjà, il faut suivre son propre fonctionnement et chacun fonctionne différemment. Donc, c'est ce qu'on appelle les cycles ultradiens. Et puis, ça apprend à se connaître. C'est surtout apprendre à se connaître. Et au plus on apprend à se connaître, au plus on peut réussir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très très bon. Si tu pouvais dire une seule chose à l'humanité entière, qu'est-ce que tu leur dirais? De viser très très haut, viser l'impossible. Bon, j'essaie toujours de m'entourer des gens qui ont visé l'impossible et ça inspire beaucoup. On est sur cette planète pour faire des choses. Et ce serait dommage, à la fin, il y a beaucoup de gens qui ont des regrets dans sa vie de ne pas avoir assez osé. Donc c'est un peu mon mode de fabrique, c'est l'audace, c'est oser. C'est ce qui s'est passé avec Brad Pitt et ça a conditionné toute ma vie d'oser. Les gens me disent mais waouh, t'as osé faire ça alors que moi j'aurais pas osé. Mais on s'en fout. Après il faut savoir gérer les humiliations, les rejets. Moi j'ai un surnom, on m'a appelé l'entrepreneur en 5000 rejets. Voilà, c'est oser et oser voir grand. Ok. Ouais. T'as eu 5000 rejets, genre, où t'allais voir des gens pour faire connaissance, pour leur parler, dire bonjour. L'histoire, c'est que j'ai participé à un concours d'entrepreneur, vraiment un concours national. Et le côté sport fait que je suis un compétiteur et je voulais gagner. Le principe, c'était d'avoir des votes. Et au début, j'ai activé mes réseaux sociaux. Donc, il y avait un site internet où tous les 1200 participants voyaient les votes évoluer. Et je contacte mes réseaux sociaux, mes amis disent on a voté, mais je ne voyais pas mon compteur qui augmentait. Je suis oh là là, c'est pas sympa ça. Donc, du coup, je me suis dit je vais faire ce que je fais le mieux, c'est que je vais aller tester, parce qu'on testait son produit aussi, je vais aller voir les gens en face à face. Et donc, à ce moment-là, j'étais encore dans d'autres activités de consulting. Et donc, le soir, je me souviens de 18h à 23h, même jusqu'à 2h du matin, il faut y aller à fond. Je m'étais mis, j'avais fait des projections de chiffres, donc ça c'est un peu le côté polytechnique, en me disant ok, si je vois 400 personnes chaque jour, à la fin je pourrais gagner. Et donc mon objectif c'était de rencontrer 400 personnes chaque jour. Je pense qu'au total j'ai vu 15 000 personnes et j'ai eu 10 000 votes. Mais donc 10 000 votes, genre face à face, des gens qui ont créé mon produit, qui ont voté. Parfois c'était même pas le produit, c'était mon énergie. Ça c'est important, les gens achètent parfois un produit juste pour ton énergie. Ils ont dit écoute, ton produit, moi... c'est neutre, mais en fait tu te mets tellement d'énergie à vouloir que ça fonctionne que je vais voter pour toi. Et j'ai eu des votes comme ça aussi, et au total j'ai eu 10 000 votes, mais 15 000 personnes, donc ça fait 5 000 rejets. Donc c'est très très... Moi je suis habitué, je suis immunisé contre le rejet, mais c'est important de... Voilà, le rejet fait partie du jeu et c'est comme ça que j'ai eu 5 000 rejets. Et derrière ce qui est bien, c'est que je dis toujours, quand on a des expériences comme ça, après ça attire les médias. Moi, le magazine Forbes français a fait un article et c'était dans l'article, il y avait cette punchline d'entrepreneur aux 5000 rejets. Donc, incroyable ça. Voilà, ça c'est un conseil que je donne pour réussir dans votre domaine. Faites des choses parce que ça crée une histoire. Et si vous avez une punchline qui vous résume, c'est là que vous vous distinguez aussi dans les médias. À fond. Et si je peux demander, parce que ça c'est vraiment intéressant et je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient en s'inspirer du coup,
quelles sont les 2 ou 3 techniques les plus intéressantes qui t'ont aidé dans le fait du rejet en fait? Le rejet, en fait, je me suis rappelé d'une expérience que j'ai eu quand j'étais petit, c'est apprendre à rouler à vélo. Et quand on apprend à rouler à vélo, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on tombe une première fois et ça fait très très mal. Ouais. On peut même saigner, égratignure, tout ça. Mais on va quand même, il y a une petite voix qui dit on va recommencer, on veut rouler en vélo. Exact. Et donc on recommence, on va retomber, ça fait un petit peu moins mal. On va recommencer, il y en a qui vont mettre 10 fois, 15 fois, il y en a 100 fois, et ça fait chaque fois un petit peu moins mal, à la fin on est confiant de rouler en vélo. Donc, je me suis dit je vais appliquer ça au rejet, donc je vais me confronter au rejet. Donc au début mes premiers rejets ça faisait très 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 mal, mais il ne faut pas le prendre personnellement. En fait, les rejets, il y a tellement de raisons pour lesquelles tu peux te rejeter qui sont indépendantes de toi, que ça ne sert à rien de commencer à le prendre personnellement. Il y a des gens, ils doivent prendre une réponse à un email et vont dire « Ah, c'est que mon projet est mauvais ». Mais non, peut-être que la personne a reçu le mail, était prête à écrire une réponse, et là, elle a une urgence. Exact. Elle passe sur une urgence et le but de répondre, mais la personne, dans ses présupposés, va dire « Ah, mais j'ai été rejeté dès que mon projet n'est pas bon ». Et donc, c'est comme ça, en fait, que je ne l'ai jamais pris personnellement, et j'ai vu aussi, en fait, c'est toujours l'amélioration continue. Il faut comprendre pourquoi on se fait rejeter aussi. Moi, au début, mes premiers pitchs, en fait, c'est parce que je parlais trop vite. Parce qu'on a un pitch, on a un temps limité, et ça c'est l'erreur de faire, c'est de dire un maximum de choses en un temps limité. C'est pas ça qui va fonctionner, il vaut mieux être percutant mais plus lent. Et le fait de baisser le débit, de ralentir le débit de la voix, je suis la même personne, j'ai le même projet, ça attirait plus l'attention des jurys et des choses comme ça. Donc c'est voilà, ne pas le prendre personnellement, et aussi il y a quelque chose, c'est qu'il y a des gens, ils ont l'impression que dans une rencontre, ils jouent leur vie. Et donc, ils se mettent tellement de pression que quand ils arrivent devant la personne, en fait, ils vont être tellement en stress que ça va se voir dans le non-verbal, et le non-verbal est très important. Ils ont déjà perdu le deal à cause de ça. Et donc, ce que je veux dire aussi comme message, c'est qu'en fait, on dit plusieurs chemins mènent à Rome, bah, c'est pas une personne qui décide de votre destin. C'est que si vous faites rejeter par une personne, vous allez trouver d'autres chemins pour arriver à votre objectif. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui m'ont rejeté au début, et 3 ans après, ils me courent derrière. Donc on peut aussi, le fait de s'améliorer et aussi de progresser dans ses business, des gens qui nous rejetaient à la base, aujourd'hui, c'est eux qui viennent chez nous. Donc voilà, c'est de la répétition, et c'est aussi beaucoup de recul, voilà, de ne pas se mettre des choses dans la tête, on ne sait pas ce qui se passe derrière de l'autre côté. Ok, je comprends. Merci pour ce partage. 2 dernières questions, avant qu'on passe à une autre phase sur ce podcast. Qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi? En un mot, en une phrase? Moi, c'est la détermination. Ouais, c'est clair. Je vais te le dire, mais j'ai eu ça, et je pense que tu es aussi un sportif, mais quand j'ai dit que j'ai fait la natation, j'étais le moins bon dans la classe à l'école. Et du coup, mes parents m'ont mis au sport, ils ont testé plein de sports, la natation, j'aimais bien, malgré que je n'étais pas bon. Et donc, j'ai commencé dernier dans le moins bon couloir dans mon club, et à la fin, en m'entraînant, je suis terminé le premier dans le club. Et j'ai fait une compétition, j'avais 11 ans, donc à 9 ans, je savais quasi pas nager, et à 11 ans, je m'étais mis, c'était une compétition, il fallait nager 6 heures. Et je m'étais mis l'objectif de nager 11 km. Voilà. Et donc, je l'ai fait, mais après 2 heures, chaque mouvement, t'as mal. Mais tu continues, et à la fin, en fait, t'es un peu dans un moment de flow, t'y arrives. Et donc, à 11 ans, j'ai nagé 11 km, et je me suis rendu compte que si tu mets pas les efforts, tu n'auras rien dans la vie. Et c'est pareil, tu vois, dans ce concours d'entrepreneurs, où j'ai eu 5000 rejets, où j'ai vu 15 000 personnes, bah c'était dur. Psychologiquement, tu avais envie d'arrêter, de te dire le lendemain, tu es reparti pour voir 400 personnes, et tu as fait ça pendant 5 semaines quasi. Donc c'est vraiment, il ne faut pas lâcher l'histoire. En fait, c'est de l'obsession, de la détermination, et ça, je pense que c'est ma caractéristique. Je pense, en fait, c'est beaucoup de gens me disent qu'ils sont motivés. Et il y a la vraie motivation et la fausse motivation. La fausse motivation, c'est la motivation du nouvel an. Tout le monde dit « ouais, je vais faire ça, et 3 semaines après, c'est oublié ». La vraie motivation, et c'est ça la détermination, c'est que quand tu as un objectif en tête, tu ne le lâches plus jamais jusqu'à l'avoir, quels que soient les obstacles, les désillusions, les trahisons. Il y en a plein sur le parcours, c'est comme ça que ça fait partie, mais tu ne lâches pas l'histoire jusqu'à l'avoir obtenu. Et quand tu l'as obtenu, c'est pour ça que je disais que mon titre de champion de Belgique, ça a été un moment très clé dans ma vie. Et là, tu es fier de toi. Et c'est là que tu prends aussi confiance, parce que pour revenir sur ce titre de champion, c'est pas le titre, c'est le travail derrière. C'est que quand tu t'entraînes des années et que tu es prêt et que tu entends 1 semaine ou 2 semaines avant le championnat, au moment où tu es prêt, que tu dois te faire opérer du genou parce que tu as un décollement du cartilage, on doit mettre 2 vis à vie et que tu es pendant 3 mois haute, tu es dégoûté. Tu te dis, mais toutes ces années d'efforts, je les ai pas fait. J'avais encore les fils de suture que j'étais déjà en train de me réentraîner. 2 ans après, je suis devenu champion de Belgique, et c'est en fait tout le chemin qui fait que quand tu y arrives, tu es content. Et ce que j'ai appris dans le sport, je reproduis aujourd'hui dans mes business. Les gens savent, mes clients savent, je ne vais pas les lâcher. Tant qu'on n'arrive pas, c'est une obsession. Et c'est pour ça qu'on a aussi des très beaux résultats
avec mes formations et business entourage. Très très bon. Qu'est-ce qui te motivait, je suis curieux de ça, qu'est-ce qui te motivait à 11 ans de dire ouais, je vais faire ce 11 km et je vais y arriver, je vais pas lâcher, je vais pas m'arrêter même si j'ai mal après les 2 heures. Est-ce que c'était vraiment pour toi parce que tu voulais te challenger, tu avais un truc en toi qui est un auto-challenge, ou c'était pour tes parents que tu le faisais ou autre chose? Je sais pas, j'avais envie, je pense que c'est un peu ma mission de vie, c'est d'inspirer pour montrer aux autres que c'est possible de le faire. Et ça c'est vraiment ma mission de vie, c'est inspirer, montrer que c'est possible, et après les autres, faites-le aussi. Ouais. Donc je suis dans ce truc-là, et toute ma vie ça a été ça. Chaque fois que je me lance dans un domaine, un challenge, j'étais dans le consulting, je voulais devenir le meilleur consultant. Dans le sport, je voulais comprendre comment on arrivait au top de la pyramide. Aujourd'hui dans mes activités, pareil, comment devenir une référence dans son domaine. Et c'est un peu, en fait souvent on dit c'est pas la finalité le mieux, c'est le chemin. Exact. Et c'est sur ce chemin, en fait c'est bizarre, mais c'est tous les échecs qui te font prendre confiance. Et c'est comme ça qu'à la fin, j'ai cette détermination. Ouais. Très très bon. Dans une de mes dernières lectures, je lisais une phrase qui disait « Les leaders sont des personnes qui, leur style de vie inspire les autres. Mais avant de pouvoir inspirer les autres, il faut d'abord effectivement montrer soi-même. » Et ce que tu dis, ça démontre un bon leadership. C'est toujours moi, tout ce que je dis, c'est pour ça que je me considère plus d'ailleurs comme un mentor qu'un coach. Tout ce que je dis, je l'ai fait. Je pourrais jamais dire un truc que je n'ai jamais fait ou commencer à expliquer quelque chose que j'ai pas fait. Et donc j'ai besoin de le faire parce qu'en fait déjà ça crée des histoires. C'est pour ça que je suis aujourd'hui invité sur ton podcast, parce que ça permet d'inspirer, et puis aussi ça te permet aussi avec ton expérience, et ça le mentor, c'est de partager ça après à d'autres personnes qui ont ce besoin-là et qui te permettent aussi après derrière d'exploser dans leur business. Exact. Souvent on me pose une question. Je vais la poser, je vais répondre moi-même, et puis je vais te la poser aussi. On me dit, mais Arnaud, pourquoi tu fais du coaching? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues pas juste d'investir? Pourquoi tu fais ça? Et les gens ils se disent, bah ouais, mais tu fais ça pour l'argent. Et moi, je leur réponds de deux manières. Je dis oui, je fais ça pour l'argent parce que je suis un businessman, je suis un entrepreneur. Mais la deuxième des raisons, c'est qu'à un moment donné, quand toi-même, tu as obtenu des résultats pour toi-même et que, entre guillemets, tu as pu mettre à l'abri de toi et ta famille, qu'est-ce qu'il te reste à faire à part boire des coconuts sous un palmier en vacances? Ben non, tu bouges, tu es encore jeune, et du coup, tu fais quoi? Tu transcendes les autres, tu tires les autres avec toi. Et donc, c'est toujours l'explication que je donne. Et si je te repose la question à toi, Jérémy, pourquoi toi est-ce que tu formes? Pourquoi est-ce que tu coaches? Et déjà, parce que c'est vrai, les gens ne comprennent pas ça, mais on peut prendre d'autres exemples qui sont encore plus percutants. C'est par exemple Zinedine Zidane. Il a tout gagné, et il est riche. Exact. Il pourrait, comme tu dis, être à Copacabana avec boire sa caipirinha, mais pourtant il a besoin d'être entraîneur. Ouais. Et c'est un peu le sens de la vie, c'est la pyramide de Maslow, c'est se sentir complet. Exact. Et donc moi, c'est pareil, j'ai commencé très jeune dans le consulting, dans un grand cabinet, puis j'ai créé mon propre cabinet, et j'ai gagné très très vite énormément d'argent. J'étais, je pense, dans le 1% des gens qui gagnaient plus d'argent en Belgique. Et pourtant, j'ai tout quitté, donc j'ai tout quitté moi-même. Donc là, les gens, ils n'ont pas compris pourquoi j'ai quitté moi-même, c'est parce qu'en fait, j'étais plus rempli. J'avais fait ce que j'avais à faire. L'argent, je l'avais, mais il me manquait quelque chose, c'était l'humain. Et c'est pour ça que j'ai tout lâché, que je suis parti vivre au bout du monde en Australie. Et c'est en Australie, en fait, que le déclic s'est fait, c'est que pour pouvoir avoir le visa en Australie, j'ai dû passer par une école de langue. Et dans cette école de langue, je me suis retrouvé, j'avais, je pense, 37 ans avec des gamins de 20 ans. Donc c'est très bizarre, tu passes de travailler sur des analyses à plusieurs milliards pour le CEO d'une grande banque, une très grande banque, à te retrouver dans une école avec des gamins de 20 ans. Et dans ces classes-là, ils étaient tous très, très calmes, très timides. En fait, je me suis reconnu en eux. Et moi, c'est très simple. Je ne peux pas être dans un endroit où je m'ennuie. Ça veut dire que si j'arrive dans un dîner et que tout le monde s'ennuie, je vais arriver une demi-heure après, il y a l'ambiance. Et donc, du coup, dans ces classes-là, j'ai créé l'ambiance. Et donc, en jouant sur mon humour, sur mon accent belge, et donc, du coup, ça a décoincé les autres étudiants. Ils ont commencé tous à s'exprimer. Et en fait, il y avait une bonne ambiance. Que le professeur, lui, nous a dit, c'est fou, c'est la première fois que je prends du plaisir dans ce que je fais. Parce qu'il y avait toujours des endormis. C'est marrant parce que c'était pas le but. Moi, c'était juste d'avoir le visa pour être en Australie. J'ai même mis mon cadre meilleur étudiant du mois. Tu vois, c'était très très drôle. Je me souviens, j'avais filmé ça. Et après, en fait, j'ai une lettre de recommandation du directeur de l'école qui m'a dit t'as impacté toute l'école. Wow. Je me dis waouh. Donc, du coup, parce que quand les gens sont bien dans un endroit, et c'est pareil dans une équipe, quand tu es bien dans une équipe, que ce soit dans une boîte ou même dans le sport, les résultats ils explosent. Une équipe où les gens s'entendent pas, il n'y a rien qui se passe. Et donc, en fait, les résultats de l'école ont augmenté. J'ai reçu une lettre de recommandation que j'y attendais pas. Mais ça m'a permis de comprendre que j'allais créer de l'impact. Et aujourd'hui, c'est plus l'argent. Il faut toujours, on est toujours dans le business, c'est normal d'en avoir. Mais c'est surtout, en fait, être complet. Quand tu reçois, et je suppose que tu as ça aussi, une cliente qui t'envoie un message. Moi, j'ai une cliente, elle me disait, je n'osais même pas regarder dans les yeux, et tu la vois après à la télé, et qu'elle te dit merci.
un simple merci, ça vaut beaucoup plus qu'1 million d'euros. Et parce que tu te sens plus complet, tu sens que tu contribues à quelque chose, à de l'impact. Donc aujourd'hui, moi, c'est l'impact. Ouais. On passe, au début, c'était très, je veux dire, l'argent, c'est faire carrière. Et puis maintenant, ça a switché, c'est l'impact. Donc c'est ce que Zidane, pareil, il veut créer de l'impact. C'est plus une question d'argent, mais c'est normal qu'il soit aussi payé pour son travail d'entraîneur. Donc les deux sont voilà, c'est comme ça que ça se passe. Complètement. Parfait, très très bon, très bonne réponse. Dernière question avant qu'on passe à la deuxième phase de ce podcast. Comment tu te présenterais en quelques mots, sans parler de tes réussites professionnelles? Je suis un accélérateur de réussite. Et je me souviens, c'était quelqu'un qui m'avait dit ça, mais c'est vrai aussi, et souvent il faut se présenter de manière originale, et ça s'est passé, je suis la poignée de main qui veut changer ta vie. Parce que si je serre la main et que je crois en la personne, avec ma propre influence et mon propre réseau, je peux faire des choses. Et ça s'est passé avec plein de gens. Donc je me résumerai comme ça. Très bon. Merci Jérémy. Alors guys, on va passer à la deuxième phase de ce podcast. Ici, je vais tendre un bol à Jérémy. Il va tout d'abord piocher une citation. Il y en a 25 dans ce bol-là. Des citations qui m'ont inspiré personnellement et je serais très 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 curieux d'en débattre. Donc là, je vais donner mon avis aussi sur ces citations avec Jérémy. Donc je prends le bol et c'est parti, on fait ça. Bon, c'est bien, j'aime bien, c'est naturel. Donc, moi, j'ai intérêt à prendre une... On a un bol de moins dans la cuisine. Ouais, ouais, donc tu peux la lire à haute voix. Investir en soi est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Cela améliorera non seulement votre vie, mais également celle de tous ceux qui vous entourent. Très bon, parfait. Écoute, je te laisse démarrer ce débat autour de cette citation. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je suis complètement d'accord parce que j'ai investi en moi. Moi, j'ai été... en fait, il faut toujours... Je prends toujours tu sais, c'est l'image du bocal avec des petits poissons qui sont dans un bocal. Et après, il y a un bocal plus grand, il faut savoir sauter de ce petit bocal vers l'autre bocal. Ouais. C'est exactement ça, investir en soi. Et moi, un des moyens, en fait, mais ça a été un grand pilier, un grand levier, pardon, c'est les séminaires. Moi, j'ai été à un séminaire. Aujourd'hui, j'organise le mien pour ça. Donc, mais quand j'étais à un séminaire, en fait, ça vous ouvre des horizons. Donc, j'explique, moi, comment j'ai switché du consulting aujourd'hui l'entrepreneuriat, c'est que je me suis retrouvé dans un séminaire où on a commencé à parler du digital, personne ne savait trop ce que c'était, et je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'aujourd'hui je donne des formations et que je donne des conférences, c'est que je me suis dit j'ai une compétence, j'ai une histoire, et je sais que ça peut aider les gens, et le monde digital, ça permet de partager ça à grande échelle. Mais si je n'avais pas eu cette idée-là, si je n'avais pas investi en moi en payant cette place de séminaire, j'aurais peut-être pas eu cette idée-là. Derrière, je n'aurais pas switché, je ne serais pas parti en Australie, je n'aurais pas créé tout cet écosystème aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment investir en soi. Moi, c'est clair et net. Et moi, je vois que les gens qui investissent aussi avec moi, derrière, le fait qu'ils investissent, les résultats sont importants. Et il y a aussi une question parce qu'il y a des gens qui n'osent pas mettre de l'argent. Exactement. Alors, tu parles d'investissement, et ça, c'est bien, excuse-moi de te couper, parce que la plupart des gens, ils pensent que peut-être acheter une formation ou acheter un programme ou se faire mentorer ou faire du coaching, finalement, c'est une dépense. Ouais. Parfois, il y a des personnes, ils sont en mode « Ouais, mais c'est une dépense, attends, je vais regarder si je peux le faire. » En fait, ils ne voient pas ce qu'ils peuvent obtenir en obtenant des nouvelles compétences qu'ils n'ont pas encore. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Jérémy? Non, mais c'est ça, c'est que les gens voient ça comme une dépense d'un iPhone, quelque chose qui, limite, va pas changer leur vie. Et souvent, en fait, du coup, ils veulent pas mettre de l'argent. Et alors, le but, c'est pas non plus de se mettre dans le rouge. Moi, c'est toujours les gens qui se mettent dans le rouge, je dis non, faites pas d'emprunt, moi je suis comme ça. Mais je dis, il faut investir parce que c'est comme le t-shirt blanc. Si tu achètes un t-shirt blanc à 10 €, si tu fais une tâche de sauce tomate, tu t'en fous. Par contre, si tu vas acheter un t-shirt à 300 €, un blanc, tu vas faire très attention à ne pas faire de tâches sur dessus. C'est pareil dans les formations. Quand tu vas mettre les moyens aussi, derrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas être à fond dedans. Parce que le problème des gens, c'est qu'en effet, si tu n'es pas à fond dedans derrière, ça ne sert à rien de te former ou d'investir en toi. Il faut aussi avoir ce côté. Moi, je dis, je travaille avec des motivés. Si tu n'es pas motivé, tu ne viens pas chez moi. Je ne te veux même pas parce qu'on n'aura pas de résultat. C'est contre-productif pour tout le monde. Parce que s'il n'a pas de résultat, moi, je ne peux pas montrer aussi qu'on a des résultats. Donc, moi, les gens motivés, il ne faut pas. Donc, il faut avoir ce côté investir en soi, pas se ruiner non plus. Parce qu'il y a des gens qui font aussi, ça c'est important aussi, il y a des gens qui font que investir en eux. Parce qu'ils ont peur de leur propre valeur. Ça veut dire, moi, je vois des gens, ils vont faire des certifications, et ils font que ça.
Mais finalement, le meilleur moyen aussi, c'est d'apprendre aussi par soi-même. Donc, quand tu es dans l'action, quand tu mets en place des choses que tu as appris, bah, c'est là aussi que tu vas sortir du lot par rapport à des gens qui font que se former, mais qui finalement sont jamais sur le terrain. Ouais. C'est marrant, ces personnes-là dont tu parles, Jérémy, qui sont des personnes qui font plein de certifications, Ah oui, etc. oui, Ça me fait penser à une phrase qu'un de mes mentors m'a dit. Il m'a dit, pour moi, l'intelligence, c'est la capacité d'une personne à prendre une information et l'implémenter de manière rapide. Ouais, c'est ça. Et en fait, parfois je rencontre des gens, ils ont fait plein de formations, et à la fin de la journée, je leur dis, ok, c'est pareil, et qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir? Est-ce que tu as pu investir? Est-ce que tu as pu enchaîner tes acquisitions? Ah ben non, il me manque encore 2-3 informations. Et en fait, ils sont tellement dans le je veux l'information, mais pas dans l'implémentation, qu'en fait, ils n'ont pas de résultat. Et par contre, je connais des personnes qui effectivement qui ont à implémenter et qui ne sont pas formés, mais au moins ils sont tapés la tête contre un mur, ils ont appris, ça a fait mal, mais au moins eux ils ont beaucoup plus rapidement avancé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que moi par exemple, la compétence du réseautage, j'ai tout appris par moi-même. Là, mais il y a d'autres choses où là j'ai investi dans des séminaires pour. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de nouveau dans cette thématique du networking, c'est que moi j'ai appris beaucoup des autres. C'est très simple, le networking, quand tu es curieux des gens et que tu leur poses des questions, moi j'ai travaillé, j'ai rencontré les plus grandes réussites du monde. Et quand tu leur poses des questions, mais comment tu as fait là où les autres ne sont pas arrivés, tu dis, ah ouais, c'est pas bête. Souvent on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, c'est dans ce sens-là. Quand tu poses des bonnes questions et qu'il te dit des choses, peut-être une chose va te créer un déclic en disant, mais ouais, c'est ce truc-là. Et ça vaut des millions d'euros, tu vois. Moi, ça m'a déjà arrivé aussi de quelqu'un qui était curieux dans un événement. Je lui ai dit, écoute, fais comme ça. Et son chiffre d'affaires a fait x10. Et ça, c'est aussi la magie de poser des questions et de s'intéresser au parcours des gens, de préférence des gens qui ont fait les choses avant vous et qui peuvent vous conseiller. Et ça, c'est aussi le meilleur des apprentissages. Ouais, complètement. Ça me rappelle un programme d'accompagnement que j'avais acheté. J'en avais acheté un qui m'avait coûté 10 000 €. Et il m'avait apporté full résultat. Tu vois, vraiment, j'avais appris plein de trucs et tout, ça m'avait ouvert l'esprit. Et puis, j'en ai pris un juste après, qui était à 30 000 €. Et j'étais en mode, purée, quand j'ai fait le versement, déjà, j'ai dû le faire en 2 fois. J'étais en mode, pas très bien, tu vois. Et 6 mois après cet accompagnement, j'ai un de mes potes qui me dit, alors, comment ça a été? Parce que j'en avais parlé avec un de mes potes, et il me dit, mais t'es fou d'investir autant d'argent, etc. Et je lui dis, finalement, franchement, ce 30 000 € a été moins impactant pour moi que le 10 000 € que j'ai investi. Mais avec le recul maintenant, il m'a apporté une chose. Et cette chose-là, en fait, je l'implémente tous les jours dans ma vie. Je vais te le partager, c'est le fait de dire que dans mes activités, je dois me focus sur 3 actions. Et c'est 3 actions clés. C'est uniquement ça qui m'a pris, tu vois, pour 30 000 €. Mais c'est extrêmement important finalement. Parce que moi, quand je me lève le matin, je me dis, ok, je regarde mon horaire et je me dis, ok, où va mon temps, où va mon énergie? Ah non, il va dans des trucs que lui, il m'a pas appris. C'est pas ça que j'ai à faire. Et lui, il est beaucoup plus loin et il a des résultats que moi, je veux. Donc je lui dis, tu vois. C'est ça, mais comme tu dis, il faut aussi savoir, l'important aussi dans la vie, c'est savoir bien s'entourer. Mais tu as de tout et de rien. Et donc il faut aussi trouver les personnes qui peuvent vous correspondre, qui sont déjà sur les mêmes valeurs. Ça sert à rien d'aller travailler avec quelqu'un ou d'apprendre de quelqu'un qui a des valeurs complètement différentes. Il peut être différent, c'est important, c'est comme être différent, c'est très très bien. Mais les valeurs profondes, elles doivent être de même. C'est comme dans le business quand vous êtes associé. Si tu es associé avec quelqu'un, si les valeurs profondes sont différentes, à un moment ça va péter et votre boîte elle va limite terminer en faillite et en plus vous êtes en procès entre vous deux. Donc c'est important aussi quand on investit sur soi, c'est de savoir s'entourer vraiment de ces personnes qui font que ce sont les bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont après s'entourer de mauvaises personnes, ils vont se dire ouais mais je me suis fait avoir en fait. Et donc il faut s'apprivoiser. Voilà, moi, le fait qu'on me voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens sentent mon énergie. Et puis, je fais aussi, les gens souvent achètent parce que je fais une masterclass de contenu. Donc, en fait, ils se disent, OK, on le sent pas. Je dis, si vous ne me sentez pas, venez pas avec moi. Et donc, tout est aussi une question de feeling ou ça, et puis aussi de parcours. Donc, après, quand tu montres que toi-même, tu as accompli le chemin, c'est pour ça que je parle plus de mentoring que de coaching, ça aide beaucoup. Mais la citation « investir en soi », c'est capital. En fait, dès qu'on est né, c'est les parents qui investissent en nous à l'école. Dans le sport, si tu veux être bon, tu vas devoir avoir un entraîneur. Exact. Et dans le business, on comprend moins ça. Et dans le business, il y a des coachs, des mentors, et c'est comme ça qu'on devient bon dans le business. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut avoir des gens qui vont nous guider, nous amener vers le haut. Parfois, on les paye. Parfois, s'ils sont dans notre réseau, c'est encore mieux. Ils vont nous apprendre des choses naturelles, et c'est comme ça. Ouais, complètement. C'est vrai que quand tu vois, en Belgique, c'est vrai que c'est encore pas très mature comme marché, entre guillemets, de dire le fait de faire confiance à une personne pour qu'il nous aide à obtenir un résultat. Si on regarde, par exemple, ce qui est très mature chez nous, c'est le fait d'avoir, par exemple, un coach sportif. Si on a les moyens de le faire, et qu'on ne sait pas comment faire du sport et comment maigrir,
ben, on va demander à un professionnel, on va payer un professionnel. Et du coup, c'est vrai que si on veut être un meilleur connecteur ou être meilleur relationnel ou arriver à rentrer en contact avec des gens, mais qu'on ne sait pas le faire, moi, en tout cas, ce que je me dis aujourd'hui, c'est je ne vais pas regarder sur le site de l'ULB s'il y a une étude de 3 ans qui va me permettre de le faire. Tu vois. Je vais regarder, ok, qui est le gars qui fait ça, quel est le gars qui a la vie que je veux, quel est le gars qui est bon là-dedans, et je vais tout simplement utiliser son temps, son énergie pour qu'il m'aide à aller beaucoup plus vite dans les résultats. C'est comme ça que doit se faire le choix. En fait. C'est ça. Donc là, on est vraiment sur la limite même du mentoring. C'est trouver quelqu'un qui a fait le chemin que vous voulez avoir. Exact. Et je rebondis sur ce que tu disais, Jérémy. Tu parlais de l'énergie des personnes, etc. Et je voulais rebondir, mais je t'ai laissé terminer. Parce que je trouve que ça, c'est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font ce que tu fais et ce que je fais. Mais à la fin de la journée, tes clients ils vont venir chez toi pour qui tu es et ils vont venir chez moi pour qui je suis. Et je le dis toujours, en fait, aujourd'hui, on est dans un P2P business. On est people to people. C'est-à-dire, si tu réagis avec mon énergie, comme tu le disais, tu vas venir chez moi. Et il y a plein de gens qui sont disponibles sur le marché qui peuvent t'obtenir les résultats que tu veux. Tu dois aller vers la personne avec qui tu réagis le mieux, avec qui tu raisonnes le mieux et en qui tu crois le mieux et avec qui tu as les mêmes valeurs, comme tu disais. Donc, je suis très, très en accord avec ça. Mais on ne se rend pas compte que l'énergie est importante. Moi, dans le networking, je vois je prends 2 jeunes. Un qui arrive, tu sens qu'il est super, super qualifié, mais tu vois qu'il n'a pas la motivation, tu n'as pas envie. Et quelqu'un, tu sens dans ses yeux, dans son regard qu'il a envie de réussir, qu'il a envie d'apprendre. Je vais aller plus vers celui-là. C'est un peu Jean-Claude Van Damme ce qui s'est passé. Je me souviens qu'il expliquait que quand il a eu son premier rôle, il s'est retrouvé dans le bureau du producteur et le producteur au début lui a dit non. Mais en fait, je pense qu'il a même pleuré tellement son énergie était j'ai envie. Cette énergie d'envie, le producteur a dit, limite il avait pitié, il a dit allez, vas-y, tiens, prends le rôle. Et c'est ça qui a fait sa carrière. Et en fait, souvent, surtout au démarrage, quand on voit dans les yeux, dans la synagologie que la personne elle a envie, moi j'ai envie de l'aider par rapport à quelqu'un qui est pas dans l'envie. Donc l'énergie, c'était fait à l'eau. La réussite, c'est pas que parler. Hein. Bien sûr. C'est tout ce qu'on envoie. C'est ça les gens charismatiques, c'est qu'ils arrivent à créer un halo rayonnant autour d'eux. Et une partie de ça, c'est les attitudes et l'énergie. Complètement. Ouais. On peut passer à la deuxième citation. Bon, allez, c'est parti. Bon, la première était sympa, honnêtement, je suis tombé sur une bonne. Elle était facile. La deuxième, elle a l'air courte, là, c'est un petit papier, là. Alors, c'est quoi? On n'a pas de chance, on provoque la chance. All right. Qu'est-ce que ça te procure, ça? Ouais, en fait, il y a une loi, souvent, les gens les plus chanceux, on la provoque. Pour moi, il n'y a pas de chance, on la provoque. Il y a une loi qui est importante, qui est la réciprocité. C'est quand tu donnes sans attendre rien en retour, il y a des choses qui vont arriver en puissance 1000. Et moi, c'est souvent ce qui m'est arrivé dans ma vie. J'ai travaillé avec Stromae. Je l'ai supervisé pendant 2 jours au World Music Awards. Des gens vont me dire, mais comment t'as fait? C'est un coup de chance. En fait, non, c'est tout le fait que j'ai aidé des gens. Ces gens m'ont présenté à d'autres personnes, qui m'ont présenté à d'autres personnes. Et à un moment, j'ai rencontré une personne. Mais tout ça, c'est parce que j'ai créé de la valeur qui m'a dit, Jérémy, est-ce que tu connais Stromae? Je connaissais son agent et c'est parti comme ça. Et donc, en fait, c'est ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est donne de la valeur. Et tu verras que ça va t'arriver. Donne que si ça te fait plaisir de faire plaisir. Parce qu'il y a des gens qui donnent de la valeur, ils n'ont rien en retour et donc ils sont déçus, ils vont même s'éteindre. J'ai vu quelqu'un dans le consulting qui aidait beaucoup les gens, ce qui est très très bien. Mais il mettait tellement les gens avant lui que tous les gens avaient la promotion, c'était le seul qui l'avait pas, et ceux qui avaient la promotion n'étaient même pas reconnaissants, donc il s'est éteint. Donc c'est pas ça qu'il faut faire, il faut pas être un bon samaritain, il faut aider que si ça vous fait plaisir de faire plaisir et d'attendre rien en retour. Et quand on active cette règle de réciprocité, on a quasi l'abondance. Et donc, pour revenir sur la question, ouais, c'est comme ça que moi j'ai toujours provoqué ma chance, et clairement, c'est parce que je bouge de mon canapé. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui disent il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je fais mais explique-moi ta journée. Je dis ouais, mais si de nouveau on va sur l'audace, dépasser les peurs. Si tu vas pas voir des gens, il y a des soirées où moi je vais voir des gens, il n'y a rien qui va se passer. Mais 3 ans après, parce que j'ai fait cette rencontre-là, il y a des choses qui se mettent en place. On sème des graines et donc quand on sème des graines, à un moment la chance elle arrive et la chance elle arrive aussi. C'est la loi des grands nombres. Elle arrive aussi avec la loi des grands nombres. On prend je me souviens, j'étais à une conférence, c'était Thomas Pesquet, et avant lui, il y avait une jeune, vraiment une jeune, et son rêve c'était de faire le tour du monde avec un petit avion. Mais donc elle devait financer ça, le matériel, les autorisations, enfin bref, ça avait un coût. Et donc, elle devait provoquer sa chance. Si elle restait dans son canapé, l'argent n'allait pas arriver, les sponsors n'allaient pas arriver. Et je pense qu'elle a dû demander à des dizaines et des dizaines de gens, ils ont tous dit non. Mais le fait d'avoir
c'est la loi des grands nombres. Tu sais, c'est comme si tu joues au casino, à un moment, si tu mets toujours le même chiffre, la probabilité va faire qu'à un moment, tu vas tomber sur ce chiffre. Tu ne sais pas quand, mais ça va y arriver. C'est pareil avec des gens qui, souvent, c'est tout le temps comme ça, qui provoquent leur chance, et ils vont avoir beaucoup, beaucoup de non. Mais à un moment, c'est des séries statistiques qui vont avoir un oui. Et donc là, quand ils ont le oui, les gens disent ouais, t'as quand même eu de la chance. Ouais, ils n'ont pas vu tout le travail. Ils n'ont pas vu. Et souvent, moi, quand je parle avec des gens qui ont fait des levées de fonds, mais à des centaines de millions d'euros, ils ont eu cet effet-là. C'est qu'ils ont eu 90%, 90% des gens qui ont dit non. Et là, ils ont provoqué leur chance de fait de continuer. Alors, il faut toujours pas foncer dans le mur. Il faut toujours aussi, de nouveau, avoir du feedback. C'est le Lean Six Sigma. Quand tu as du feedback derrière, tu vas t'améliorer, c'est ça aussi qui va t'amener à un moment à avoir un oui. Et donc, la chance, elle arrive en bougeant. Ouais. C'est marrant parce que souvent, quand quelqu'un a un petit succès ou un grand succès, un peu importe, les gens se disent « Oh purée, il a trop de succès, comment est-ce qu'il a fait ?» etc. Et en fait, quand tu regardes qu'est-ce qu'il a fait, et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de lire des autobiographies, en fait, tu comprends que le succès, il n'est pas venu comme ça. Ça me fait penser à la personne qui a créé, son nom m'échappe, KFC. Ben, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a toqué littéralement à 3000 portes pour proposer sa recette de poulet frit. 3000 portes lui ont dit non, comme tu parlais tout à l'heure du rejet. Et la 3001e porte lui a dit « Allez, je te fais confiance ». Et là, il s'est lancé et aujourd'hui, il a une super chaîne, évidemment. Il est c'est ça. Mais tu as raison, parce que souvent, moi, quand je travaille avec des gens qui ont bien réussi, ils me disent souvent, ils me parlent du mot chance. Et moi, je dis « T'es sûr que c'est de la chance ?» Je prenais, bon là, lui ne m'a pas parlé de la chance, mais il l'a provoqué aussi, c'est Patrick Kinney qui est venu une fois à une de mes conférences, c'est un des plus grands producteurs de cinéma. Il est derrière le film JCVD, des Astérix, des OSS 117, et je dis mais comment t'es arrivé à devenir grand producteur? Et en fait il a provoqué sa chance, de nouveau on revient à apparaissant son canapé, lui quand il voulait rentrer dans le milieu, et donc il a commencé à balayer, juste pour être dans le milieu, à balayer la salle pour le tournage. Et en étant dans le milieu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, tous les équipements, j'étais en train de travailler, il y avait un Michel Piccoli, je pense, il expliquait, qui l'a vu seul et qui a été lui parler, lui apporter un plateau repas, ils ont commencé à discuter. Et cette rencontre, il a créé sa chance. C'est parce qu'il a... Souvent aussi, on dit que je pense c'est la vie, elle nous remercie quand on passe à l'action. Et là, la vie l'a remercié, mais c'est lui qui l'a provoqué. S'il était resté dans son canapé, s'il n'était pas en train de balayer, il n'aurait jamais fait cette rencontre-là. Et peut-être qu'il n'aurait pas fait cette rencontre-là à ce moment-là, mais le fait de continuer à faire ça, à un moment, tu vas rencontrer les personnes qui vont te propulser. Donc il faut, on provoque sa chance en allant là où il faut être. Être au bon moment, comme on dit, au bon endroit avec la bonne personne, ça se travaille. C'est pas de la chance, ça se travaille. Je travaille d'ailleurs avec mes clients et c'est comme ça que ça se passe, on la provoque. Complètement. Je suis d'accord. Je me souviens d'une formule que je pense que c'était dans le livre L'effet cumulé qui partageait, qui disait la chance, c'est une équation. Et l'équation, c'est l'action plus la discipline fois le temps. C'est ça la chance. C'est ça. Et donc c'est marrant parce que la chance, c'est pas je gagne le loto du jour au lendemain comme ça, j'ai gratté un papier une fois. Non, c'est je l'ai gratté peut-être des millions de fois et je gagne le loto. Ou je fais 1000 frappes au but pour qu'une fois elle arrive en lucarne. Mais c'est pas j'arrive sur le terrain, je frappe une fois et boum, non, ça fonctionne pas comme ça. Non, mais pour expliquer une histoire où là, tu vois, la chance elle fait partie du parcours commun, mais je dis, mais là c'était énorme l'anecdote. C'est que je devais me rendre à un événement où était attendu l'ancien président de la République, François Hollande. Et donc je suis arrivé à cet événement-là, sauf que je ne savais pas qu'il fallait mettre de la cravate. Donc j'étais un beau costume, je n'avais pas la cravate. Et donc l'événement, ils avaient un stock de cravates. Et donc je me suis rendu aux toilettes pour mettre de la cravate devant les toilettes qui a qui François Hollande. Mais non. Ouais, et du coup, moi c'est mon métier, donc on a commencé à parler. On est rentrés tous les deux dans la toilette et il était en train de faire pipi. Et moi, j'étais en train de parler, mais tu vois, de nouveau, c'est le coup de chance, c'est que j'avais pas de cravate. Mais je l'ai provoqué parce que j'étais là-bas. J'étais là-bas, et si j'étais là-bas, c'est tout mon parcours à moi qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve là-bas aussi. Mais il y a toujours il y a des moments où on va avoir de la chance, des moments où on va pas avoir, mais il y a toujours ce trigger qui fait que j'étais quand même là. Ouais, très bon. Donc là, j'aurais pu ne pas être en même moment que lui aux toilettes. Ça arrivait, mais si ça s'était pas arrivé, en faisant ça, ce serait arrivé une autre fois à un autre événement. Exact. Et alors un truc, c'est dans les toilettes que tout se passe au niveau networking. Je dis à tout le monde, les choses, voilà, non, je vais même donner après ma carte de visite, c'était aux toilettes, quoi. Donc c'était drôle, l'anecdote. Complètement. Il y a un dernier principe que j'aimerais partager autour de cette citation, on en a un tout petit peu parlé, mais j'aimerais peut-être qu'on approfondisse, c'est l'idée d'énergie. L'idée d'envoyer de l'énergie, je dis souvent ça à mes équipes, à mes collaborateurs. C'est parfois j'ai mes collaborateurs qui ont
qui performe pas sur une journée. Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es content de l'énergie que tu as envoyée dans l'univers? Et quand il me dit oui, je dis, ok, tu as fait ce qu'il fallait alors. Le jour d'après, il a des performances qui rattrapent même le jour d'avant, tu vois. Et je sais pas si tu peux développer toi un peu ce concept d'énergie, si tu as des informations autour de ça. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent de la pression et qui veulent être le meilleur. Et donc tu mets souvent les perfectionnistes. Et en fait, le principe, et c'est comme ça que tu seras content à la fin de ta journée, c'est donner le meilleur. Ça ne veut pas dire le meilleur, c'est donner le meilleur. Et moi, parce que vouloir être le meilleur, ça te met vraiment, vraiment du stress. Par contre, te dire, ok, ma journée, c'est cool, j'ai donné le meilleur dans ma journée, tu es satisfait. Et donc, c'est comme ça que moi, je vois l'énergie. Moi, tu sais, quand je fais un summit, je suis 3 jours sur 5. Et pendant ces 3 jours, je donne le meilleur. Je veux pas être le meilleur, mais je donne le meilleur. Mais je te jure qu'après, je suis crevé de chez crevé. Après, j'ai besoin de 3 semaines pour récupérer. Mais les gens, ils le sentent. Les gens, ils le sentent. C'est pour ça qu'on fait toujours sold out. Parce que les gens, ils sentent que je suis à fond. Et ça, il faut être dans l'énergie. Quand on fait quelque chose, c'est être à fond, mais après, il faut avoir de nouveau des cycles. Moi, c'est mon erreur, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se connaître, c'est qu'on veut tout le temps être à fond. Et il faut avoir des cycles aussi où il faut se reposer. C'est ce que je disais à un moment, je me disais, je parlais à quelqu'un, je dis, tu veux être comme Johnny Hallyday, performer. Et il me dit, ouais, mais Johnny Hallyday, là, c'est un Barthélemy en hiver où il se repose. Toi, tu ne te reposes pas. Et ça, c'est important aussi de donner le meilleur, être satisfait, mais en même temps, prendre du temps pour soi. Pour se ressourcer. Sinon, on s'épuise et c'est là aussi, il y a des gens qui peuvent terminer en burn-out. L'énergie, il faut savoir bien calibrer ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans une de mes dernières lectures, c'est Robin Sharma qui explique, j'adore d'ailleurs, cet auteur est incroyable. Il explique justement que lui, il prend toujours 2 jours off. Et il explique également que pour faire de la progression, c'est extrêmement important, comme tu dis, en fait, d'avoir ce temps pour se reposer, mais aussi d'avoir de la réflexion. Parce qu'en fait, si tu es toujours en train de faire, si tu es toujours en mode maker, je produis, je fais, mais en fait, tu n'as jamais un recul qui te permet d'être plutôt innovateur et plutôt te dire, ok, mais c'est peut-être pas en fait la bonne stratégie que je suis en train de faire. Là, je suis en train de la faire depuis 365 jours, mais en fait, j'ai pas suffisamment de recul parce que je suis dedans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il y a des gens, en effet, c'est ce que tu dis, tu as utilisé le mot, il y a des opérationnels et les stratégistes. Les opérationnels, tu es trop dans le guidon et tu te rends même pas compte que tu n'es pas efficace. Moi, je vois des gens, je fais prendre du recul, en fait, je analyse ta journée, en fait. Souvent, on parle de la loi de Pareto, je fais regarde les 3/4 de ce que tu fais, les 3/4 des actions, en fait, elles ne produisent rien. Mais tu es en train de faire ça pendant des mois. Et donc, en effet, le fait de prendre du recul sur soi, là, on revient plus dans la stratégie en disant mais qu'est-ce que je peux changer et qui va faire que ça. Donc, c'est comme si on était un peu au ralenti, mais ça va tout accélérer. Moi, j'ai eu le cas. Quand j'étais dans le consulting, je me souviens, on m'avait donné, dans une grande banque, on m'avait donné un fichier Excel. Tu vas produire des milliers et des milliers de milestones, de jalons. Donc, on devait monitorer. C'était un plan où on devait faire 1,8 milliard de synergie. Et moi, je devais monitorer, donc créer tous les jalons de ces projets et donc mettre ça genre en manuel, en Excel. Donc, je suis arrivé avec ça. Donc, il y a des gens qui auraient été dans l'opérationnel et qui auraient commencé à encoder. Mais moi, je me suis dit, je ne vais pas faire ça. Déjà, ça va m'ennuyer. Et donc, c'est là où j'ai pris du recul. Où je me suis posé, j'ai dit, on va essayer de créer un outil pour tout automatiser. Donc, heureusement, j'ai eu la confiance du management en disant, ça va prendre 3 semaines, il n'y aura rien pendant 3 semaines, mais quand ce sera en marche, tout va aller plus vite. Et donc, heureusement, ils m'ont fait confiance, j'ai créé cet outil. J'ai donc créé aussi une courbe décisionnelle basée là-dessus qui va monter jusqu'au CIE, c'était BNP. Et donc là, ils m'ont dit, waouh, c'est cool cette analyse. Donc, ça monitorait donc 1,8 milliard de synergie. Et donc, en fait, ça a tout accéléré. Mais si m'amusais à être dans l'opération et à faire des milestones, j'en avais pour des années. Et donc, à un moment, il faut se dire comment on peut être plus efficace. En fait, il y a 2 choses, c'est la productivité et l'efficacité. La productivité, ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, on prend quelqu'un qui va faire des rapports de réunion, il va en faire 1 par heure pendant 8 heures. Donc, il aura fait 8 rapports. Donc, il est productif, parce qu'à la fin de la journée, il a fait 8 rapports. Mais est-ce qu'il a été efficace? Pas forcément. Quelqu'un qui va être efficace, c'est quelqu'un qui va réussir, grâce à améliorer les choses, à faire 2 rapports par heure. Et donc, on est au double de rapport. Et donc, c'est important de toujours réfléchir, de sortir du nez du guidon pour pouvoir se dire comment on peut être encore plus efficace. Et ça, en effet, c'est ce que tu dis. Donc, c'est opérationnel. Et puis, stratégie, comment on change la stratégie pour être plus efficace. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils technologiques qu'on a à notre disposition, Jérémy, par exemple l'intelligence artificielle, on peut faire tellement de choses pour accélérer notre vitesse de production ou en tout cas déléguer et automatiser des tâches. Moi, par exemple, ça me rend fou quand j'ai un de mes collaborateurs, il me dit ah ouais, attends, on a intégré une boîte il y a 6 mois.
J'ai un exemple concret. Mhm. Et un des associés d'une boîte qui fait 1,5 million l'année, donc une boîte corporate à taille voilà, traditionnelle, il me dit ouais, envoie-moi ta facture. Non. Je dis attends, c'est encore toi qui fais la facture? Donc le gars, il a même pas créé peut-être un kit de travail pour une assistante virtuelle ou autre qui permet de faire ça. Il fait une tâche littéralement à 5-10 euros l'heure, alors que lui, il est associé d'une boîte qui fait 1,5 million. Où il a même pas automatisé un truc que via son Excel, ben, il tapait un nom, il tapait un chiffre, boum, ça envoyait une facture, ou qu'il avait même un logiciel, tu vois. Je trouvais ça aberrant. Non, mais il y a beaucoup de gens, tu te dis, mais en fait, c'est parce qu'ils savent pas que ça existe. Et donc, c'est là où on revient aussi sur investir en soi, c'est de se dire comment on peut améliorer les choses et d'un peu aller chercher ce qui peut faire que ça va s'améliorer. Donc, je comprends, moi je vois plein de gens aussi. Moi-même, parfois, dans certaines choses, c'est pas encore optimal. Bien sûr. Donc, dont la facturation, c'est pas comme ça, mais et donc ouais, c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut voilà, il faut aussi faire attention parce qu'il y a des gens après, ils font que de l'intelligence artificielle et puis c'est plus eux. Il faut que ça reste humain aussi. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui, ils vont faire leur post LinkedIn, ça va être que de l'intelligence artificielle. Il faut aussi, il faut s'aider de ça, garder cette humanité. Mais il faut garder cette humanité et avoir ce bon combo d'utiliser les nouveaux outils de demain, mais de rester quand même soi et de ne pas se dénaturer à cause de ça. Ouais. Complètement d'accord. On va passer à la prochaine phase de ce podcast. J'aime bien ce format. Alors là, c'est une phase un peu plus dynamique. Okay. Je vais lancer un chrono. Et à partir de ce chrono-là, il va y avoir toutes des questions. L'idée, c'est que tu répondes à ces questions, Jérémy, mais de manière la plus efficace possible pour que les personnes qui nous entendent comprennent le sens de ta réponse. Mais ça doit être le plus rapide possible parce que les prochains invités de son podcast, je chronométrerai et puis effectivement, il y aura un petit challenge entre tous les invités. Bon, allez, c'est parti. Alors, je lance. C'est combien de temps le chrono là? Alors, il n'y a pas, donc c'est toi qui vas te déterminer. On va déterminer la vitesse de ta question. Mais il y a 20 questions. Ah oui, quand même. 20 questions. Okay. Ouais, 20 questions. Donc, allez, c'est parti. Je lance. Et la première, c'est: penses-tu que tous les problèmes peuvent se résoudre avec l'éducation? Ouais. Parfait. Penses-tu que les morning routines sont surcotées? Oui. C'est vrai qu'on en avait parlé. N'importe qui peut réussir avec de la discipline? Non. Parfait. As-tu déjà regretté d'avoir dit oui à une opportunité? Oui. Laquelle, si je peux demander, par exemple? C'était avec un comptable. Ok. Ça s'est mal passé. Ok. Penses-tu qu'on apprend plus dans l'échec que dans la réussite? Dans l'échec. Dans l'échec. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? En fait, je me pose tout le temps cette question-là. Au début, j'aurais dit oui, mais je vais de plus en plus non, parce que j'expliquerai après. Ok, parfait. As-tu déjà menti pour protéger tes entreprises? Non, c'est là, je mens pas. C'est très très important dans la confiance voilà. Non, je ne mens jamais sur des chiffres ou des choses comme ça. Non, c'est très important. Relation de long terme. Non, je parle de trop là. Ouais. Bon, c'est bien. As-tu déjà eu envie d'abandonner tes projets? Ouais, bien sûr. As-tu été déjà jaloux d'un concurrent? Oui, c'est déjà arrivé. Okay. Penses-tu que l'argent est une mesure fiable du succès? Non. Tu as déjà dépensé de l'argent juste pour impressionner quelqu'un? Non, je suis pas dans ça. Tu as déjà fait quelque chose qui ne te plaisait pas pour gagner de l'argent? Oui. Donc, ouais. Tu as déjà regretté de ne pas avoir pris un risque? Ouais. Collaborer, c'est mieux que travailler seul? Oui. Okay. Donc tu es plus un teamwork que solo work? De base, solo work, mais il faut s'entourer. Travailler avec des amis, c'est une bonne idée pour toi? Pas tout le temps. Ok. Même chose pour la famille ou... La famille, c'est différent. La famille, ça va. Ok. Est-ce que tu t'es déjà senti coupable de prendre des vacances? Ouais, souvent. Ouais. souvent. As-tu peur de l'échec, Jérémy? Ça arrive, ouais. Et dernière question, penses-tu que la meilleure partie de ta carrière est passée? Non. J'espère pas, non, c'est que le début. Parfait. On peut stopper, on est à 2 minutes 29. Ouais, j'aurais pu... On l'aura fait une fois là. Non, c'est vraiment top, je pense que c'est rapide.
J'aimerais bien revenir sur des questions pour qu'on prenne le temps justement d'en débattre. Il y a des trucs super intéressants parce que moi-même, j'ai beaucoup réfléchi sur ces questions. Je vais peut-être t'en reposer. Il y en avait une que je sais que tu avais tiqué, que je voulais que tu... Ah oui. Alors, je sais tu en avais parlé tout à l'heure. Alors, il y en a plusieurs, mais j'aimerais que tu... Parce que c'est quelque chose que moi, j'aime bien discuter de ça. C'est tout ce qui est routine, morning routine, etc. Penses-tu que les morning routines sont surcotés? Tu as dit oui. Est-ce que tu peux un peu développer là-dessus? Parce qu'il y a plein de gens qui se lèvent à 4h du mat, qui prennent des douches froides, qui lisent des livres le matin et qui font du sport. Mais si ça fonctionne, c'est bien. Hein. Il y a des gens, ils vont faire ça et ça va fonctionner, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est juste ça. Moi, j'ai zéro morning. Moi, déjà, je suis entrepreneur, je ne fais pas de méditation. Enfin, la méditation, je la fais naturellement. Par exemple, quand je me pose en été, moi, j'ai une belle terrasse où on voit le ciel et que je commence à réfléchir un peu au futur, en fait je suis un peu en méditation. Mais je veux dire, je ne fais pas genre il faut qu'à 19h je fasse ça. Moi je suis très c'est la valeur libre, voilà. Et donc moi le matin c'est très simple. Ma routine c'est je me réveille, je prends une douche, par exemple moi une douche chaude c'est ça qui va, voilà, pareil quand je suis un peu pas bien, quand j'ai froid, une douche chaude, voilà, douche chaude. Et puis je mange, voilà, déjeuner, un café, et puis je commence à travailler. C'est aussi simple que ça. Ce que j'essaye de faire, c'est d'être de nouveau le plus efficace possible. Il y a des gens dans leur routine matinale, avant d'aller au travail, ils vont mettre déjà une demi-heure à choisir leurs habits. Tu vois, moi ça se fait en 3 secondes. Tu vois, là, je suis arrivé, j'ai mis un jean et j'ai pas commencé à réfléchir à ça. Souvent, d'ailleurs, on a un quota de décision qu'on peut prendre dans une journée. C'est pour ça qu'on voit des gens comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, ils s'habillent toujours de la même manière parce qu'ils n'en ont rien à faire de commencer à devoir utiliser leur cerveau pour des choix comme ça qui ne changent pas grand-chose à leur vie. Et donc moi, je suis plus dans ce profil-là. Mais bien sûr, il y a des gens, ils ont besoin de cette routine et si ça fonctionne pour eux, c'est que ça correspond à leur cycle ultradien et c'est très très bien. Donc le principal, moi je dis, c'est qu'il y a plusieurs piliers pour réussir dans la vie et il y a celui de la santé. Et donc, c'est par exemple, je pense que tu fais aussi des conférences. Moi, je sais que là, je vais avoir mon summit au mois d'avril. Je suis en train de travailler sur le côté bien manger, bien dormir, parce qu'il faut que je sois en forme à ce moment-là. Donc, tout ça, j'intègre dans ma routine, mais je vais pas. C'est un peu au feeling, en fait. Ok, très bien. C'est un peu au feeling. Très bien. Avant de rebondir là-dessus, est-ce que tu penses que tu pourrais m'envoyer après en off un lien que je mette en description pour venir au summit? Parce que moi, ça m'intéresse en tout cas de venir te voir et puis il y a peut-être des personnes de l'audience qui seraient intéressées. Donc c'est la 4e édition et j'enverrai un lien et voilà, c'est très sympa. Je donnerai le lien de l'after movie aussi, comme ça on voit ce qui se passe à l'intérieur, on voit qui est présent. On a des plus grands speakers, les plus grands investisseurs mondiaux qui viennent parler et ça crée de nouveau, on parle d'investissement, ça crée des déclics. Donc voilà, à la partie, mais parfait. Écoute, hâte d'être avril en tout cas. Yes. Si je suis en Belgique, je viendrai à fond. Écoute. Yes, moi je rebondis, donc c'est vrai qu'il faut de tout pour faire un monde et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à un succès. Et puis finalement, le succès c'est quoi? On pourrait peut-être en débattre. Mais moi par exemple, je fonctionne de manière complètement différente que toi. C'est vrai que moi je suis très limite soldat. Je suis très, par exemple, ma femme, parfois elle me tape un peu du doigt là-dessus. Non, c'est bon, on sort un peu des tranchées et tout ça. Et c'est marrant parce qu'on en parlait hier, parce que ma femme elle est modèle. Et en fait, quand tu es modèle, il y a toujours des choses qui t'arrivent en last minute. Et donc, elle, pour équilibrer sa vie, elle se doit justement d'avoir de la programmation dans sa vie privée. Parce que sa vie professionnelle, en fait, est complètement what the fuck à la limite, tu vois. Moi, c'est l'inverse. Moi, je suis très, très, très organisé et je suis très, très soldat dans mes activités professionnelles. Effectivement, moi, je me lève, j'ai vraiment des routines très précises, etc. Et par contre, plutôt dans ma vie sociale, je vais être un peu ouvert et un peu olé dans le sens où, bon, j'ai fini ma journée, bon, là j'ai envie de voir un ami, let's go, on y va, tu vois. Donc ça, c'est pas du tout programmé. Et donc, on est un peu l'inverse. Et donc, je rebondis là-dessus pour partager finalement, moi, ma morning routine. Ce que je fais actuellement, c'est le change tous les X temps dès que j'apprends des nouvelles choses. Actuellement, moi, ce que je fais, c'est que en période d'hiver, je me lève à 6h du matin. En période d'été, je me lève à 5h. Ah oui. Et en fait, j'ai 1 heure de morning routine. Elle consiste en quoi? En 3 phases. La première phase, c'est tout d'abord reflect and meditate. Donc, je vais méditer, réfléchir, visualiser, etc. Ensuite, j'ai une phase où je vais grow. Donc là, je vais apprendre des compétences pendant 15-20 minutes. Je vais lire un livre ou je vais regarder une vidéo intéressante et pertinente sur un sujet, professionnel ou personnel. Et puis la 3e phase, c'est la santé, le sport.
Ouais. Et donc là, je vais aller pousser comme un malade au sport. Et là, bon, la séance peut durer 40-45 minutes. Et ça, c'est ma morning routine et je le fais tous les jours. Sauf le samedi et le dimanche. Je garde un principe de légèrement diversifier ce que je fais parce que sinon, ça devient un peu boring. Ouais. Et là, je fais un petit peu différent, mais ça revient un petit peu au même truc, mais c'est un peu plus laxiste. Mais voilà. Et moi, je fonctionne comme ça. Et ça me va super. Et c'est cool d'entendre que toi, tu fonctionnes de manière différente et que tu es très content comme ça. Quoi. Ouais, mais souvent, le principal, c'est que ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne pour toi, c'est top. Mais c'est vrai que moi, sur ça, je suis un ovni. Mais souvent, moi, je fais. C'est un conseil qu'on m'a donné qui est pas. Il faut toujours faire être dans le 1% qui fait complètement différent de tout ce que tout le monde fait. Donc, moi, je suis toujours à sens contraire. Par exemple, dans la vie, pour les gens, samedi et dimanche, c'est le week-end et tout le monde va. Ben moi, je carbure pendant le week-end. En fait, moi, tous les jours, que ce soit un lundi, un samedi, un dimanche, c'est pareil. Et donc, moi, j'ai un fonctionnement qui est totalement à l'opposé de tout le monde, mais c'est mon fonctionnement. Je ne vais pas dire à tout le monde, faites comme moi, mais en fait, le principal, on revient sur ça, c'est il faut apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître comment on fonctionne et quand on sait. C'est de l'introspection profonde. Quand on sait comment on fonctionne, bah c'est là qu'on adapte sa routine par rapport à comment on fonctionne et c'est là qu'on devient très très performant. Donc il y a des gens comme toi, le matin, si ça fonctionne bien le matin, c'est cool. Il y a des gens, ils vont faire ça le matin, le soir ils sont épuisés de s'être réveillés à 5h du matin. Exact. Et donc eux, ça sert à rien de le faire. Mais ils continuent à le faire parce qu'on leur a dit de le faire. Donc, en fait, il faut prendre les informations et les tester pour soi-même. Complètement. Tu vois, c'est comme moi lire un bouquin. Je vais lire un bouquin que quand je suis sur un problème. Je dis, tiens, là, j'ai eu ce problème-là. Quel bouquin pourrait m'aider? Donc, je me dis pas, je vais lire tous les jours. Je vais lire quand je suis bloqué sur quelque chose. Et là, je vais trouver tous les bouquins possibles. Je me mets pendant 3 jours à lire à fond. Moi, je peux lire 3 bouquins en 3 jours. Voilà. Mais après, ce qui est important, c'est de lire. J'étais avec le patron d'Odoo que j'ai moi-même interviewé. Je disais, dis-moi un conseil de milliardaire. Il dit, mais moi, je pense qu'il lisait, je sais plus, un bouquin par semaine. Je pense qu'il me disait, mais la fréquence de lecture est importante parce qu'en effet, il faut. C'est l'apprentissage aussi. Hein. Tu avais parlé, l'éducation permet de réussir. Hein, c'est ça, l'éducation, c'est pas que l'école, c'est les bouquins aussi. Et au plus on est éduqué, au plus on sait des choses, au plus on peut les mettre en place dans sa vie. Ouais, complètement. Sur les bouquins, moi, je lis toujours et c'est un truc qui m'a vraiment sorti. D'ailleurs, je serais très content que tu m'apprennes certaines choses, peut-être en off, parce que moi, j'ai eu un environnement familial qui n'était pas du tout propice à ce que je puisse créer, à ce que je puisse innover, à ce que je puisse créer la vie de mes rêves, finalement. J'avais beaucoup de fausses croyances par mes parents, etc. Et ce qui m'a permis vraiment de m'en sortir, c'est de lire, en fait, parce que j'ai créé ma bulle. Et en fait, encore aujourd'hui, j'ai vraiment du mal en fait, à connecter avec des personnes et à créer des relations avec elles. J'ai vraiment du mal avec ça, donc peut-être que tu pourrais vraiment m'aider là-dessus. Et du coup, moi, comment est-ce que je fais? En fait, lire des livres, c'est comme avoir des discussions finalement, tu vois, avec des personnes. Et c'est un petit peu mon échappatoire, tu vois. Donc voilà, je te partage. Non, mais t'as raison, parce qu'on revient sur l'environnement. On dit souvent l'environnement, c'est plus important que la génétique. Donc c'est vrai que si t'es avec moi pareil, vraiment, je disais chaque fois que je faisais un truc, t'es un rêveur. Mais déjà aussi, quand les gens, c'est important ce que je vais dire, quand les gens, maman ne me diminuait pas, mais elle me challengeait. Mais souvent, il y a des gens qui veulent vous diminuer. Et ça, il y a des gens, quand ils sont diminués, ils stoppent. Et en fait, il faut toujours que les gens qui vous diminuent soient votre plus grande force. Ça doit être un moteur, je vais vous montrer que je peux y arriver. Exact. Donc il y a déjà ça, et puis en fait l'environnement, c'est pas que les gens, et tu viens de le lire avec les bouquins. Moi je me souviens, je connaissais quelqu'un qui était dans le parfum, il me disait, tu sais Jérémy, il y a des gens très très fortunés qui achètent des parfums chez moi personnalisés, ils payent des fortunes pour ça, parce que en fait ça influence les gens. Donc ils voulaient avoir un parfum où on sentait que quand il rentrait dans la pièce, il dominait. Et il y a des gens qui disent, je veux un parfum qui permette de signer plus facilement des contrats. Incroyable. Et souvent, on voit d'ailleurs dans les magasins, si elles sont parfumées, c'est parce que ça va déclencher des achats. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas que influencé par les gens, mais aussi par tout ce qui est autour de nous. Donc toi, c'est des bouquins, mais si à la place de lire des bouquins, tu serais en train de regarder que de la télé-réalité, tu n'évoluerais pas aussi. Et donc, en fait, les influences, elles sont partout. Il y a un film avec Will Smith où on voit ça, où en fait, ils font un pari pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, ils ont conditionné le gars toute la journée avec le chiffre 55. Ah oui, et à la fin, il sort le chiffre 55 et il gagne son pari. Et il gagne, tu vois, je ne sais plus combien, 1 million d'euros, parce qu'il a été conditionné. Tout ce qu'on voit, si aujourd'hui, moi, j'avais un client, c'était marrant, il me dit, ouais, moi, je vois toujours le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Je lui dis, écoute, dis-moi un peu comment c'est chez toi à la maison.
Et en fait, il m'expliquait que quand il se levait, la première chose qu'il voyait, c'était un mur sombre avec un tableau qui était... Il dit, change un peu ça, change les couleurs, change le tableau, mets un truc qui t'inspire. 2 mois après, les résultats étaient différents. Ah oui. Il exposait juste parce qu'en fait, il ne se rendait pas compte qu'il y avait une influence qui était là tous les matins et qui faisait que il était plutôt négatif que positif. Et moi-même, dans le consulting, quand on a travaillé, à un moment, on était dans les sous-sols. Donc, pas de lumière, pas de fenêtre. Ça a joué sur le moral des gens. Bien sûr. Sur le moral des gens, parce qu'il n'y avait pas déjà cette vitamine D de la lumière, mais aussi parce que tout était... on ne voyait pas le jour, quoi. Ouais. Et donc, on ne se rend pas compte qu'en dehors des gens, l'environnement, il est aussi physique. Et les plus grands de la planète vont savoir harmoniser leur environnement avec tout le reste. Il y a des gens qui ne regardent pas la télé, il y en a qui c'est d'autres choses, et c'est comme ça aussi qu'on devient inspiré et puis inspirant aussi. Complètement. On va aller sur la prochaine que je sais que tu voulais qu'on rebondisse. Alors attends, je vais en shooter quelques-unes pour que tu me dises. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Ouais, c'était celle-là. Ouais, c'était celle-là. Parce que moi, dans ma famille, mes frères, mes parents sont pas forcément... Ma maman n'est pas du tout entrepreneur. Mon père l'est, mais au début, il était dans un métier d'architecte classique. Maintenant, il a créé vraiment sa propre marque de design et tout ça. Mes frères le sont pas. Enfin, le sont pas, ils sont plus dans un emploi employé. Ouais. Et je me suis dit, tiens, pourquoi moi je le suis? Pourquoi je le suis? Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, je devrais être comme eux, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, et en fait, je pense qu'on a tous ce qu'on appelle un archétype, un peu qui est alpha, bêta, gamma, oméga, tout ça. Et moi, en fait, dans une discussion, on m'a dit, donc tu vois, les discussions, tu apprends des choses, on m'a dit, tu es un sigma. Et c'est là que je me suis dit, en fait, les sigma, c'est que tu as besoin de liberté. Le profil des sigma, tu vois, le profil des alphas, c'est dominé, sigma, c'est la liberté. Elon Musk est un sigma. Donald Trump est un alpha. Parce que Elon Musk n'a pas besoin d'être président, mais il a besoin d'avoir ses libertés. S'il est avec un bon président, il va fonctionner avec. Si le président est mauvais, il va faire tout en sorte que ce soit un autre président. Et moi, je suis un sigma comme ça parce qu'on a besoin de liberté. Et au début, quand j'ai dit que j'étais passé du consulting où j'étais chez un client, en fait, j'y avais ce côté très politique dans la boîte où j'étais soumis à des choses politiques. Je ne pouvais pas exprimer mon plein potentiel parce que quand je disais des choses, il y a quelqu'un qui dit non, on ne le fait pas. Et donc ça m'a bloqué. Et c'est comme ça que j'ai switché vers l'entrepreneuriat. Là, je me dis, je peux me donner mes propres règles. Avec Business Entourage, aujourd'hui, tout mon écosystème d'entrepreneuriat, c'est moi qui fixe les règles. Je veux faire un truc, c'est moi qui les fixe. Et en fait, entreprendre, c'est finalement chercher ses libertés. Et en fait, c'est là que j'ai compris, je me suis dit, ok, c'est mon instinct de sigma qui fait qu'aujourd'hui, je suis là où il faut d'entrepreneur. Et donc, tu as d'autres profils, tu as des gens qui sont plus oméga ou delta, c'est des gens qui vont être plus dans le soutien, qui sont très très bien dans un emploi, à soutenir les autres, à aider les autres et tout ça, ils sont très très bien. Et donc en fait, c'est dans ce sens-là où il y a cette réflexion à se dire, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Les gens qui n'ont pas besoin d'avoir ces libertés vont être moins prédisposés à être entrepreneurs. Et donc après, si tu te mets entrepreneur et que c'est ton instinct un peu, ouais, tu peux y arriver. Donc c'est là où c'est compliqué de répondre à cette question-là. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, ce que je pense de cette question, Jérém, c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça c'est certain. Mais il y a une chose, moi, qui m'énerve particulièrement, c'est les personnes qui veulent justement aller vers le sigma et avoir cette liberté. Parce qu'en fait, entrepreneur est un peu liberté, parce que tu as vu, tu dis toi-même, c'est moi qui pose les règles, etc. Et c'est vrai que c'est agréable. Et aujourd'hui, tu vois, t'as pas un horaire fixe, tu es venu avec moi ici, on est au podcast, puis peut-être cet après-midi, tu vas aller chez toi, tu vas bosser sur tes trucs, tu vois. Et ça nous donne une certaine liberté. Ça me fait penser qu'un jour, à une intervention que j'avais faite, j'avais dit, qui veut être son propre patron? Et il y avait une 50aine de personnes, il y avait limite 40 personnes qui avaient dit moi. Mais moi, ce qui m'énerve particulièrement, Jérém, c'est que toutes ces personnes qui ont levé la main, elles sont pas prêtes à fournir les efforts pour devenir libre et pour être entrepreneur. Et moi, je trouve ça extrêmement hypocrite, tu vois. On va dans la rue maintenant, on va dire, ok, est-ce que tu aimerais continuer à travailler là ou tu préférais venir avec moi et on loue une voiture, on va dans le sud de la France s'amuser? On va aller dans le sud de la France. Mais qu'est-ce qui te permet de faire ça? C'est ta liberté. Comment est-ce que tu peux devenir libre? Éventuellement entreprendre, il n'y a pas que ça. Mais entreprendre peut être une des raisons. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts. Et ça, c'est un truc, moi ça m'énerve. Et c'est un des trucs que j'ai vraiment envie de changer chez les gens. C'est, les gars, si vous voulez être entrepreneur, sachez que ça va être dur. Sachez que ça va être plus dur que d'être salarié. Mais par contre, le fait d'être entrepreneur peut peut-être vous permettre d'avoir vraiment la vie que vous voulez. Une certaine liberté. Donc peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Non mais t'as raison, alors, je vois plein de gens qui disent je vais être entrepreneur. Déjà ils veulent être entrepreneur parce qu'ils voient juste sur les réseaux sociaux les entrepreneurs qui réussissent. Donc déjà en fait, il y a pas... En fait moi je pose toujours la question, c'est pourquoi?
Ouais. Pourquoi. Et ça, souvent, ils savent pas répondre. Donc, souvent, ça arrive, je veux être riche. Ouais. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas assez fort des pourquoi, l'argent, la notoriété. Je travaille avec des acteurs. Pourquoi je veux être... Écoute, on va même pas travailler ensemble parce que si c'est ça ton pourquoi, ça va pas fonctionner. Et donc, les entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui ont un pourquoi profond. Et le pourquoi profond, il est souvent basé sur une injustice. Moi, quand je vois quelqu'un aujourd'hui, et c'est ça qui fait que mon business fonctionne bien, quand je vois quelqu'un qui est diminué aujourd'hui, ça me rend fou. Ça me rend fou de voir quelqu'un qui va se faire diminuer, parce que moi, je suis un élévateur, et je connais mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est élever les gens. Et si tu n'as pas ça déjà, tu vas abandonner, parce que comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est des oscillations émotionnelles, tu ne vas pas fonctionner d'une ligne droite d'un point A vers un point B, ça n'existe pas. Elon Musk, quand il a créé sa fusée, il ne faut pas penser que sa fusée s'est créée comme ça, il y a eu des fusées qui ont explosé, des trucs comme ça, il était à des moments au plus bas. Et c'est ça, être entrepreneur, c'est gérer ces moments les plus bas, donc déjà grâce à l'entourage, donc être bien entouré, et puis savoir gérer ces peurs-là. On fait face à les peurs les plus profondes dans l'entrepreneuriat, et il faut savoir manager ces moments-là aussi, les moments de chaos, et les gens qui ont du mal avec ça, en effet, et qui n'ont pas de pourquoi, et qui ont du mal à gérer ces moments-là, c'est compliqué, en effet, d'être entrepreneur. Ouais, complètement. Il y a une chose qui me donne envie de discuter, de rebondir sur ce que tu dis, Jérémy, c'est souvent, c'est vrai qu'on voit, et moi, par exemple, ce que je montre sur les réseaux sociaux, je peux le dire, j'ai pas l'air de le dire, on voit beaucoup que je suis en vacances, etc. Et je dirais, c'est vrai que c'est un pourcentage de ma vie, c'est le fait que je suis en vacances, que je me sens, que je découvre des choses, des cultures, des gens, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai la liberté de le faire, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je me dois d'être honnête aussi, de dire que 90% de mon temps, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. 90% de mon temps, c'est d'être dans mon bureau, sur mon PC, et c'est pas fun du tout. Et je pense qu'il y a une vraie réalité dans l'entrepreneuriat, c'est que si on veut être un très bon entrepreneur, il n'y a rien à faire, il faut faire le taf. Et pour faire le taf, il faut être seul, faut être créatif et il faut pouvoir mettre du jus de cerveau pour faire les actions. Et ça, j'aimerais que l'audience l'entende parce que souvent on se dit « Oh, attends, il voyage tout le temps, etc. » Ouais, mais parfois tu vois pas. Et peut-être qu'en fait, je devrais peut-être monter un peu plus les gars, regardez la vérité, quoi. Il faut documenter. C'est pareil, moi, quand je te donnais l'exemple, quand j'ai gagné ce concours d'entrepreneur, derrière, j'ai eu la photo avec le Premier ministre dans les médias, les gens, ils voient ça. Mais ils ne voient pas le travail derrière. En fait, là, je l'ai expliqué, c'est que pendant 5 semaines, de 18h à 1h du matin, même plus tard parfois, j'étais en train d'aller convaincre des gens. Et là où les gens étaient en train de faire la fête, moi, j'étais dans la discipline totale. Là, tu vois, j'étais un militaire comme toi. Là, j'étais dans la discipline. J'avais mes targets. Mais les gens, ils ne voient pas tous ces efforts qui ont été faits derrière. Et c'est important, en effet. Les réseaux sociaux montrent plutôt le côté bien, les résultats, parce que c'est ça qui attire, mais en effet, les résultats, quand ils sont là, il y a du travail derrière. C'est Usain Bolt qui le dit, il a mis des années pour courir 9 secondes. Hein. Exact. Et c'est pareil, c'est que les résultats qui arrivent, c'est aujourd'hui, tu es tout le temps, en vacances, tu es souvent à l'étranger, c'est parce que tu as créé ce truc-là, mais c'est parce que tu as bossé. C'est pareil, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il a fait des sacrifices tout le temps. Aujourd'hui, il a la vie de rêve. Et les gens ne voient que ça, nous on ne voit pas tous les sacrifices sportifs derrière, pas boire d'alcool, lui ça va dans l'extrême, même pas de tatouage, ça va vraiment dans l'extrême et les sacrifices font partie du jeu, il n'y a personne qui réussit, alors là il y a des gens qui vont dire qu'ils vont pas être ok avec moi, mais les gens qui réussissent c'est des gens qui font des sacrifices. Hein. Et le pire dans tout ça, selon moi, c'est que en fait, quand on voit Cristiano Ronaldo, la plupart des gens ils vont se dire il a réussi, mais en fait Cristiano Ronaldo dans son mindset il n'a pas réussi. Le gars, il est encore en train de faire ce qu'il faut faire pour juste être là où il veut être, parce que s'il continue pas de faire les actions, il pourra plus être le Cristiano Ronaldo. Et ça, je pense que c'est un vrai trait de leadership personnel. Et quand je dis du leadership personnel, c'est prendre conscience des actions qu'on doit faire pour avoir la vie de nos rêves. C'est le fait d'être conscient qu'il n'y aura jamais vraiment une finalité sur quelque chose. Tu sais, moi, quand je fais des séminaires sur mes bics et sur mes cahiers, mon branding, c'est la pension à 35 ans. Et l'autre jour, on marchait, on promenait Gaïa avec ma fiancée, elle me disait mais à 35 ans tu vas vraiment arrêter? Je dis mais non chérie, je dis non je vais pas arrêter, c'est juste que c'était un rêve ça, quand j'étais plus jeune d'avoir une pension à 35 ans parce que j'ai le choix de me dire si j'ai plus envie de travailler, je travaille plus parce que j'ai des ressources. Je pense qu'un vrai leader et un vrai performeur, c'est quelqu'un qui va continuellement faire les choses qui le drive tous les matins pour continuellement être la personne qu'il veut être. Mais il n'y a jamais une finalité. Non mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ça. C'est ça, on a toujours envie d'impacter, sinon on s'ennuie. C'est créer, en fait, c'est le sens de la vie. Hein. C'est créer du sens. Si tu n'as rien à faire, même si tu as des millions dans ton coffre-fort,
si tu t'ennuies, c'est pas chouette. Et donc, souvent, quand on produit des choses et qu'on se met des nouveaux challenges, c'est ça qui, souvent, on dit il faut se créer des challenges qui sont pas trop, c'est l'effet boucle d'or. Pas trop élevé, sinon tu vas être démotivé, et pas trop facile, sinon tu t'es pas assez challengé. Et moi, ma vie est que ça. Quand j'ai terminé un challenge, je m'en mets un nouveau, et c'est comme ça qu'on vit. On se sent vivre sur le chemin, et comme tu dis, il y a des émotions derrière, des moments hauts, des moments bas, mais c'est ça qui fait vivre aussi. En fait, le principal, c'est de vivre. Ouais, c'est ça. C'est de vivre. Complètement. Donc, Complètement. Et il y a beaucoup de gens, je pense fondamentalement aujourd'hui, qui survivent, qui sont dans un train de vie en fait où ils se lèvent, ils bossent, c'est comme des robots en fait, et ils sont en mode survie. Et moi, une des choses qui me motive le plus dans la vie, c'est via l'immobilier, parce que c'est ce que je fais. C'est vraiment essayer de faire comprendre aux gens, les gars, il n'y a pas que ça. D'abord, soyez conscients que vous pouvez faire autre chose qui peut vous permettre d'être beaucoup plus épanoui et heureux dans votre vie. Et ensuite, choisissez un vecteur qui peut vous permettre de le faire, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette vie-là qui existe et qui est faite pour vous. Vous pouvez avoir plus ou avoir mieux. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, souvent, quand on n'est pas bien dans un environnement, ça termine très souvent en épuisement ou en burn-out. Et donc, finalement, c'est la vie qui nous amène à changer. Et souvent, quand on n'est pas bien quelque part, il faut oser changer. Ça fait très, très peur. Moi, à chaque fois que j'ai changé, quand je suis parti en Australie, j'ai tout lâché. Je me suis retrouvé de tout à rien. C'est vraiment... Donc, j'étais statut social haut à travailler dans les hautes sphères de la finance. Niveau argent, je gagnais super bien. Et là, je lâche tout. Et je me retrouve au bout du monde avec personne. Je connaissais personne. Ça fait peur. Les gens m'ont dit, même les gens m'ont dit, mais moi, j'aurais jamais osé faire ça. Mais ça a été le plus beau moment de ma vie. C'est comme ça le fameux principe de saut quantique, c'est la zone d'inconfort. Au plus on va aller dans l'inconfort, au plus on va progresser. Et chaque fois que moi, j'ai osé changer d'activité, moi, j'étais employé au début. J'ai créé mon premier cabinet, puis aujourd'hui, j'ai créé mes entreprises. Ça fait très, très peur, mais derrière, la zone de peur, il y a la zone magique. Et c'est ça que les gens ont du mal. Je dis, mais pourquoi tu ne changes pas? Mais j'ai peur, moi j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur et tout ça. Mais de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu n'es pas bien en tête, tu fais un burn-out, et derrière, c'est la vie qui va te faire changer d'activité. Donc autant changer par toi-même que t'amener à avoir un burn-out qui peut avoir des impacts pendant des années. Et de toute façon, tu ne vas plus retourner là où tu es. Donc c'est ce que je dis aux gens qui ne sont pas bien où ils sont. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent dans un travail aussi, mais... Ceux qui ne se plaisent pas, qui ne sont pas contents de leur situation, en effet, il faut qu'ils trouvent d'autres moyens pour qu'ils soient simplement heureux et épanouis. C'est ça le principal, c'est être heureux et épanoui. Complètement. Marc Aurèle, il a cité il n'y a pas de croissance et de développement et d'épanouissement sans inconfort. C'est un peu dur, mais je pense que les gens ils doivent comprendre qu'effectivement, si tu veux une vie chill et être payé 2000 € par mois et avoir un salaire et travailler pour un patron toute ta vie, et pas avoir de challenge, pas survaincre tes peurs et pas être dans une zone d'inconfort, alors il faut que tu sois OK à faire ça. Si par contre, tu veux une autre vie, tu veux être capable de peut-être être ton propre patron comme on en parlait, ou peut-être d'avoir plus de liberté, ou voyager une 50aine de fois par an si tu le veux, ou peut-être prendre soin de ta maman et être présent pour elle si elle n'est pas bien, là il va falloir être OK avec le fait d'être dans l'inconfort. Et tu l'as dit, il y a un truc, c'est très simple. La question qu'il faut se poser, c'est quand tu te lèves le matin, comment t'es quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu es content de commencer ta journée? Tu dis waouh, je vais déchirer la journée, ou est-ce que tu sors avec les pieds de plomb de ton lit en disant oh, encore une journée? Si tu réfléchis comme ça avec les pieds de plomb, là il faut changer. Si le matin, quelles que soient les activités qu'on fait, on est heureux, c'est cool. Mais si on se lève avec les pieds de plomb, c'est là où il faut se dire il y a peut-être quelque chose à faire, et c'est là qu'il faut changer et aller dans cet inconfort. Complètement. Alors peut-être qu'on peut parler du futur, parce que c'est vrai ton futur, comment tu vois ton futur et comment je vois mon futur, peut-être qu'on peut un peu interchanger là-dessus. Ça peut peut-être être intéressant pour que l'audience comprenne comment nous est-ce qu'on se projette, parce que c'est vrai que nous on donne nos avis, on donne des conseils, mais peut-être que là on peut parler pour nous. Toi, tu disais, tu répondais à la question, donc, penses-tu que la meilleure partie de ta carrière est déjà passée? Tu as dit un grand non. Pourquoi? Quels sont tes plans? Quelle est la vision que tu as de toi et de tes entreprises? Mais déjà, moi, la vision que j'ai, c'est... je l'ai depuis tout le temps, en fait. Mais là, elle se prononce de plus en plus. C'est que, en fait, quand tu vois maintenant, la Belgique, il fait dégueulasse, il fait pas beau. Et moi, ma vision, c'est d'être au soleil toute l'année. C'est-à-dire quand tu vas travailler, bien sûr, mais d'être au soleil. Ça veut dire que là, je suis dans une vision peut-être de être ici en été en Belgique, et puis de bouger ailleurs en hiver, et d'être toujours dans ce côté aussi. Moi, c'est horrible de se lever le matin et tu vois qu'il pleut, qu'il fait froid, que le ciel est gris, ça j'aime pas. Moi, tu vois, ça je me connais moi-même, c'est quand je suis près des plages que je suis le plus
inspirer et que je vais produire le plus. Donc je suis déjà dans cette dimension-là. Okay. Après, c'est toujours, j'ai dit, moi je suis au début de mon écosystème, même si je suis déjà une référence dans mon domaine, c'est amplifier ça. La vision, c'est vraiment avoir 1 million de gens qui puissent déjà être sensibles sur le networking, parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert, et surtout avoir un maximum de success story. Et puis, moi j'adore aussi, je travaille avec des gens aussi très très importants, c'est de continuer à être derrière un peu dans l'ombre et de travailler sur des stratégies et des choses comme ça avec eux. Et puis bon, il y a aussi, moi j'ai beaucoup pensé à moi, et après c'est peut-être déjà aussi fonder une famille et tout ça. Moi je suis pas encore dans ces dimensions-là, hein, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est aussi créer cet équilibre entre le professionnel et le privé qui fait que ces équipes de vie, c'est équilibrer tout ça. Donc, mais vraiment, cette dimension soleil, aller un peu, voilà. T'as une destination en tête? Il y a quelque chose en fait où on peut facilement faire des allers-retours. Donc ça veut dire que tu pourrais aller nager en pleine mer en hiver, mais pas non plus au bout du monde, parce que je voudrais être sur des allers-retours, parce que mes clients, mon business est quand même ici en francophonie. Donc voilà, je suis dans ça, quoi. Ce sera en Europe du coup plutôt? Ouais, sur l'année passée j'étais un peu à Tenerife, c'était bien au niveau de température, c'est pas là, il faut toujours sentir la vibe du moment. Moi quand j'étais à Sydney, dès que je suis arrivé là, j'ai senti le truc. Tout est de l'énergie, hein. C'est ce que je dis, même quand tu rentres dans une boîte, en 3 secondes, je vois si la boîte elle fonctionne ou pas. Dès que tu sens le stress dans une boîte, tu sais que la boîte, il y a un problème de management. Et dès que tu te sens bien quelque part, tu y vas. Moi en Australie, j'ai mis les pieds à Sydney, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je vais aller dans d'autres villes, je vais pas sentir l'énergie, mais voilà, il faut que je sois dans une ville où je sens de l'énergie. Et voilà, là, j'ai un ami qui a été à Barcelone. Bon, là, on peut pas aller nager en mer en hiver, mais c'est des destinations plus ensoleillées où on peut être encore en t-shirt en novembre. Donc, c'est quand même plus agréable que se lever le matin. Moi, je suis très... quand je me lève le matin, c'est pour ça, en fait, que je me lève jamais quand il fait encore noir. Moi, c'est contre-naturel, en fait. Moi, je t'avoue que je me fais vraiment violence à me lever le matin. Hein. C'est très difficile. Et donc, quand tu te lèves le matin, ici en été en Belgique, quand tu vois le soleil, ça te booste, tu vois. Donc, en Australie, j'ai jamais été autant productif. Moi, j'ai créé tout mon programme de business entourage sur les plages. C'est incroyable. J'avais les idées qui fusaient, tout le plan était là, je suis revenu en Belgique, j'ai mis tout ça en place, et puis aujourd'hui, on a un business à 7 chiffres, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable parce que j'en parle beaucoup avec ma fiancée. Là, on revient d'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on se levait, genre, il était à 4h45 du matin, plein soleil, boum, sur la chambre. Et le soleil il se couchait, je crois, à 20h30. On avait des journées à rallonge. Je me souviens d'un dimanche où je bossais et j'avais fini mes tâches genre à 16h. On se dit, vas-y, viens, on change d'hôtel. Tu vois, on faisait les hôtels 5 étoiles pour travailler, tu vois, on faisait les digital nomades. Et donc, on va dans un autre hôtel. Je dis, j'ai fini ma to-do list du jour. Vas-y, tu sais quoi, je commence déjà celle de lundi, tu vois. Mais en fait, les journées, c'était à rallonge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le soleil sur toute la journée. Ici, en Belgique, je me souviens, hier c'était dimanche, je me lève, je fais mon yoga à 8h47. Je me dis, putain, mais il fait encore noir, c'est quoi ce bordel ici ? Et à 17h, tu peux plus promener le chien. Moi, j'ai un meilleur ami, il me dit, mais en fait, je me réveille, je vois jamais le jour, en fait. Il arrive, il se réveille tôt, il fait nuit, il fait noir, et quand il rentre à la maison, il fait noir. Et ça, moi c'est de nouveau, c'est mon propre fonctionnement, mais j'aime pas ça. Donc, je suis dans cette vision-là où, de nouveau, c'est peut-être de la stratégie, parce que je sais que je vais être plus productif aussi. Je suis comme toi, et on a fait pas mal d'essais. On a été vivre à Milan l'année dernière, pendant 8 mois, c'était incroyable. On a fait Los Angeles aussi, pas mal de temps. Et on a pas mal bourlingué. Et en fait, nous, on se casse la tête avec ma fiancée sur où est-ce qu'on pourrait trouver un endroit. Ou aussi, tu vois, en fait, moi, il y a un truc qui me bloque. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on est revenu de Milan ? Parce que j'étais très esselé. En fait, j'ai besoin d'avoir une activité sociale par jour. Donc, je suis très comme ça. Je pensais être introverti, mais finalement, je suis très extraverti. Ouais, t'es peut-être ce qu'on dit ambiverte. C'est que t'es les deux. C'est qu'il y a des moments où tu dois être seul. Moi, je suis ambiverte. C'est-à-dire, il y a des moments où je dois me ressourcer, je suis seul. La chaîne de mon appartement est basée là-dessus. Je ne suis pas au centre de Bruxelles, je suis à la périphérie. Pourquoi ? Parce que j'ai une terrasse qui donne sur la nature. Donc je peux me ressourcer, mais en même temps, je fais des conférences devant 500 personnes, je suis à plein d'événements, et j'adore aussi, parce que j'ai besoin de m'énergiser des gens, mais pas tout le temps. Moi, par exemple, le Nouvel An, j'étais en mode tranquille, je n'étais pas en train de faire la fiesta avec tout le monde, et il y a des moments où, en fait, j'ai besoin de c'est ça, la différence entre la timidité, être introverti, extraverti, ambiverte. La timidité, c'est un repli sur soi, et le reste introverti, c'est son énergie, les batteries qui doivent être chargées ou épuisées. Il y a des gens, ils sont introvertis, s'ils sont avec des autres, ils vont être épuisés. Et il y a des gens, ils ont besoin des deux.
Et ça, c'est les ambivertes. À mon avis, tu dois être. À mon avis, ça me parle. Je connaissais pas du tout le terme. Ambiverte, bah voilà. Moi, je suis ambiverte, clairement. Je le savais pas au début, je pensais que j'étais introverti, mais en fait, j'adore être avec des gens, mais j'ai besoin d'être seul aussi pour recharger les batteries. Ouais, il faut les deux. Ouais, Donc, ça, c'est ambiverte. Ah, très bon. Et du coup, pour reprendre, en fait, je suis revenu de Milan parce que juste, j'avais pas ces activités sociales. Et je suis très difficile aussi dans mes connexions parce que voilà, je comprends que donner de mon temps et de l'énergie sur des relations que je vois pas qui vont aboutir sur des choses vraiment intéressantes, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Mais finalement, je m'implique pas dans ça. Et du coup, je veux m'impliquer vraiment dans du relationnel très très restreint, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, c'est pour ça que je suis revenu ici en Belgique. Ouais. Et donc là, par exemple, on a un bail de notre appartement jusque fin avril. On va pas reconduire. Ouais. Tu vois, on va certainement aller 3 mois en Italie. On va certainement bouger un petit peu. Mais moi, je pense qu'on va finir comme toi. Petit pied-à-terre en Belgique, parce que c'est vrai que il y a les business ici, c'est quand même bien. J'adore quand même venir dans les entreprises, c'est chouette. Et puis avoir une partie de l'année où c'est sûr, il y a du soleil. Ouais, moi, je suis d'origine italienne, à mon avis, c'est oui, plutôt vers l'Italie. C'est ça. Non, et après, les vitamines D, c'est important. L'air de rien, c'est dans le business. Si tu n'as pas assez de vitamine D, tu vas le sentir aussi. De ouf. Dans la fatigue et tout ça. Très bien. J'ai une dernière question pour finaliser ce podcast, comme d'habitude, pour toi, Jérémy. Quel est le conseil que tu donnerais à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo et qui veulent développer leur pouvoir illimité et atteindre la vie de leur rêve? Je vais pas être... mais je vais quand même développer. J'aime bien dire cette phrase, c'est le talent, c'est le moteur et le réseau, c'est l'accélérateur. Et il y a beaucoup de gens, ils ont le moteur, mais ils n'ont pas l'accélérateur. Et si tu n'as pas l'accélérateur, tu n'as rien qui se passe. Donc, c'est de bien s'entourer. En fait, l'entourage proche, c'est le socle. C'est ce qui permet de passer les moments délicats dans son business. Et puis, c'est deuxièmement trouver ces personnes tremplins, les bonnes personnes qui vont vous propulser. Et il faut les deux. Et donc, du coup, il faut aller à la rencontre des gens et trouver ces fameuses personnes qui peuvent vous propulser. C'est comme ça que fonctionne la vie. On peut prendre Leonardo DiCaprio, dans le cinéma, s'il restait seul, il ne serait pas aujourd'hui la star planétaire qu'on connaît. C'est le fait qu'il a bougé et qu'il y a une personne qui lui a donné sa chance, bien sûr il avait eu plein de rejets comme tout le monde, le jour où quelqu'un lui a donné sa chance, ça l'a propulsé. C'est ça les personnes tremplins. Et quand tu es propulsé, c'est là que tu exploses. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Il faut avoir ces gens. Cristiano Ronaldo, ça a été son agent, ça a été son entraîneur qui l'a propulsé. C'est dans tous les domaines. Un entrepreneur, ça peut être un mentor, ça peut être un investisseur. Et c'est toujours réfléchir le dimanche soir, par exemple, je dis quelles sont les personnes que je pourrais rencontrer et qui pourraient changer ma vie. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Si on reste, Mark Zuckerberg, on peut prendre son exemple, s'il restait il a commencé dans son garage. Tant qu'il restait dans son garage, il n'y a rien qui allait se passer dans sa vie. C'est le jour où il est sorti de son garage et qu'il a commencé à faire des partenariats et des connexions que Facebook est devenu planétaire. C'est pareil dans n'importe quel business. Donc, il ne faut pas être seul. Et puis, surtout, si vous êtes seul, je vois beaucoup je me souviens, j'avais une cliente elle n'osait pas sortir de sa chambre. Elle était beaucoup dans les jeux de vidéo parce qu'elle a été diminuée et tout ça. Et ce que je veux dire, quand vous êtes diminué par les gens, mais s'il vous plaît, ne les écoutez pas. Il faut que ce soit votre moteur et que vous vous disiez, OK, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Et en fait, c'est votre source de motivation d'y arriver. Et quand vous êtes dans ce mindset-là, vous pouvez faire des grandes choses. Donc, le pouvoir des relations est souvent inestimé, mais quand on regarde les plus grandes réussites mondiales, ils ont tous un carnet relationnel. Et c'est le conseil que je donne parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. Au début, j'avais les compétences, j'avais tout, j'ai fait Polytechnique, blablabla. C'est le bouche-oreille, c'est les relations, c'est les gens qui m'ont mis en évidence mon travail, qui l'ont propulsé chez d'autres personnes, qui a fait que tu te retrouves dans le consulting à gérer des analyses sur des milliards d'euros, de te retrouver aujourd'hui dans un business qui marche bien avec des milliers de clients, ou de travailler aujourd'hui dans l'ombre de très très grandes personnalités. J'aurais jamais su faire ça seul. Et donc, c'est grâce à toutes ces personnes-là que j'ai réussi. Donc, on dit souvent, c'est la philosophie Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Très bon ça. Et ça, je laisse les gens réfléchir à ça à la fin de ce podcast. C'est une très belle phrase de fin. Les amis, on va mettre en description, vous allez pouvoir aller cliquer si vous voulez rejoindre le summit en avril de Jérémy. N'hésitez pas à cliquer et à prendre votre place, je sens que ça va être incroyable. Il y a un avant et un après. On le fait sur 3 jours parce qu'il y a un avant et un après. Et il suffit d'aller voir sur les commentaires, les témoignages. Ça
ça transforme. En fait, le but, c'est d'avoir accès à des gens, mais qui ont des très grandes réussites, à aller dans le millimètre avec eux. Et puis aussi, il y a plein d'exercices pratiques. Voilà, quelqu'un qui n'ose pas regarder dans les yeux, quelqu'un qui n'ose pas parler devant un public, 3 jours après, il se retrouve parce qu'il y a la radio qui vient même dans le summit. Donc, on a un concours de pitch, le gagnant va à la radio. Les gens, ils n'osent même pas parler, ils se retrouvent à la radio 48 heures après. Donc, il y a plein de choses comme ça, pratiques, conseils de très très grands, de tous les domaines. Et puis, ce côté aussi didactique avec du contenu pour accélérer sa réussite. Ça, c'est le goal, c'est l'objectif, c'est accélérer la réussite des gens. Très bien, parfait. Donc vous avez toutes ces informations en description, les amis. Et alors, pour terminer ce podcast, qui s'appelle donc Pouvoir illimité, je vous invite à mettre en commentaire quelle est la personne que vous souhaiteriez qu'on invite en prochaine invité. Et je vous tease déjà, le prochain invité, c'est une des personnalités les plus connues de Belgique. Vous l'avez certainement vu. Et vous le verrez dans le podcast, il va nous partager des pépites. Donc, merci Jérémy. Merci à toi, Arnaud. Et voilà, c'est un beau message à faire passer que y a rien, tout est possible et il n'y a pas de limite. Voilà. Ne vous limitez pas, soyez illimité et voyez grand. Notre pouvoir est illimité. Voilà, c'est ça.